Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô? On va jouer à un jeu. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits tueurs masqués préférés et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aït-Kassi et avec mes invités cette semaine, on va retourner dans la seule saga d'horreur que le podcast a abordée pour l'instant parce que toutes les autres sagas sont beaucoup trop longues et elles me font peur. On va vous parler de Scream 6, le sequel du requel. Et c'est très étrange d'avoir choisi ce titre d'ailleurs, on en parlera. Pour m'accompagner dans cette aventure, les drôles de dames du slasher. Elle est derrière Welcome to Primetime Bitch. Re-bienvenue Mylène. Salut et merci pour la nouvelle invitation. Tu fais un stabaton, il paraît ? Oui, le 15 juillet, je fais un stabaton. On va diffuser les 6 films. Ça commence à 13h. On a une table ronde sur Slasher et ça se termine à l'aube pour les plus courageux. Et donc tu vas diffuser tous les Scream ? Scream ? Ouais, tous les Scream. Cool. Même le 5 et tout ? Enfin, vraiment les 5 Scream, quoi. Ouais. Au début, je voulais diffuser que les 4. Et en fait, je me suis dit, quitte à faire un stabaton, autant le faire vraiment. Donc, c'est où, au fait ? Donc voilà. Ça sera dans ma campagne, au cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Bèbre, qui est inconnu par tout le monde. C'est l'origine story de Mylène. On repart dans son cinéma d'enfance. Et ensuite, elle parle d'horreur du côté de bonchicbongenre.fr. Hello Jessica. Salut. Heureuse de revenir pour parler de Scream. T'étais venue pour lequel de Scream, toi ? Moi, j'étais venue pour le 2, je crois. Le 2 ouais. Ah, ok. Ouais, donc t'étais pas là quand on avait fait le 5, hein, c'est ça ? Non. Et bah voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du 5 ? Bof, voilà. Pour le faire en gros, je dis bof. Bof, ok. Et enfin, c'est une habituée de la maison. Elle était là la semaine dernière. C'est ça. Jetez-vous sur Slasher, son livre sur le sujet. Coucou Marie. Salut. C'est édité chez quoi C'est chez Vent d'Ouest, qui est une des divisions de Glénat. Et donc tu parles de quoi ? De tous les slashers ? Alors on est 4 à l'avoir coécrit et c'est vraiment un historique du slasher avec des dossiers sur les sagas, avec des focus sur certains thèmes, dont notamment la Final Girl dont je me suis occupée. Il y a toute une partie sur le néo-slasher et sur Scream. C'était aussi un petit peu moi qui me suis un peu occupée de ça, donc voilà. Et il y a aussi des interviews et voilà. On a essayé vraiment d'être très exhaustif, ça fait un peu plus de, je sais bien plus, je crois que c'est un peu dans les 300 pages et voilà. Il y a de quoi dire. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de films, donc c'est un sujet très intéressant à analyser. Du coup, je suis très contente d'être là à nouveau pour. Je crois que j'avais fait ici le 4e et le 5e Scream, donc je reviens à chaque fois. Je suis un peu la Gail Weathers de ce podcast. C'est la Final Girl. Ouais. C'est la Final Girl du podcast. T'avais aimé le 5 ? Je me rappelle plus. Non, avec Mylène, on n'avait pas été très, moi non très plus, tendre. J'avais pas aimé le 5. Ouais. Je crois qu'on avait tous été un peu dur avec le 5. Je me rappelle que j'avais vachement bien aimé le 4 et je sais que j'étais pas forcément bien vu par rapport à ça. Moi, quand on a fait le 4, en fait, je l'aimais pas trop. Même quand j'ai écrit la partie sur Scream dans Slasher, j'étais pas trop... c'était pas mon préféré. En fait, en le revoyant, je l'aime de plus en plus. Alors, je sais qu'il a plein de défauts, mais je l'aime bien. Moi, je suis team Scream 4 aussi. Ouais, j'ai bien aimé le 4. Ouais. Bon, le 5, par contre, il m'avait laissé, mais j'avais tout oublié. J'ai dû regarder un résumé sur YouTube pour me rappeler ce qui se passait, qui étaient les personnages. Parce que je me suis dit, je vais me le refaire, mais après, je fais... c'est vrai que moi, j'avais un peu oublié les persos, et en arrivant, tu vois, le frère... Ça fait 1 an pourtant seulement. Ouais, le frère et la sœur, j'ai fait, mais c'est qui eux ? C'est des nouveaux ou ils étaient là ? Puis, vu comment ils parlent, c'est les neveux de Randy. Mais comme ils le disent qu'au milieu du film, et pas au tout début comme dans l'autre, j'avais du mal à m'en rappeler, tu vois.
Ouais, ça faisait que 1 an c'est fou là, ils sont partis pour en faire un par an. Bah en fait ça revient, en fait c'est vraiment, c'est ce qu'on dit un peu dans le bouquin et c'est ce qui est évidemment très évident sur le slasher, c'est que c'est un genre qui, comme ça coûte pas très très cher à produire et que ça rapporte en général pas mal d'argent, c'est un sous-genre d'exploitation et déjà dans les années 80 le slasher ça avait été une suite par an après les Halloween et le premier Halloween et le premier Vendredi 13 et Scream en 96, le deuxième était sorti en 97, même pas un an après la sortie. La suite avait été mise en chantier de suite et il était sorti, je crois, le premier sorti fin décembre, l'autre est sorti début décembre de l'année suivante. Quoi. C'est assez fou. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Vous êtes contente, vous, qu'il y ait un Scream par an ? Je suis très mitigée parce qu'à la fois, mon cœur de fan est trop contente et je tombe dans le panneau à chaque fois. Et je suis un peu triste que Scream passe à la moulinette et fasse partie de ces sagas qui vont devenir moins quali au fur et à mesure. Parce que forcément, quand ça sort tous les ans, quand on va en produire à fond, à un moment donné, ça va vraiment devenir... Ils auront lessivé Ghostface, quoi. Ouais, et c'est déjà un peu le cas. Déjà, quand on voyait Scream 3, on se disait, bon, hein, c'est peut-être bien là, c'est peut-être le bon moment d'arrêter à Scream 3. Et ils en ont fait encore et encore et encore. Mais moi, je tiens à dire tout de suite, j'ai assez bien aimé Scream 6, donc ça va être un peu étonnant pour la plupart des gens qui m'écoutent. Mais je crois que je vais aller contre la vague. Moi, en fait, je suis plutôt contente, parce que j'aime beaucoup la saga, puis je suis toujours assez curieuse de voir en fait ce que ça peut donner. Alors même si ça donne des fois des trucs vraiment pas top, genre moi j'aime pas du tout Scream 3 par exemple et j'aime pas trop le 5 non plus, mais je suis quand même toujours à chaque fois curieuse de voir quelles histoires ils vont inventer, quels personnages ils vont créer, quels mobiles ils vont mettre en place et tout. Donc c'est un peu un côté un peu fun, un jeu que j'aime bien retrouver, quoi. Même si après j'aime pas forcément les films derrière, mais je suis assez friande, ouais. Un truc qui est bien avec Scream, c'est que c'est un whodunit, donc c'est jamais le même tueur à chaque film, donc tu peux vraiment faire beaucoup de variations sur le sujet. Alors que c'est vrai que quand tu es dans un slasher plus classique, tu as toujours le même tueur qui revient, tu sais exactement ce qu'il va faire et qui c'est, etc. Donc c'est vrai que je trouve que Scream a peut-être plus de chances de se diversifier que les autres sagas de slasher, je pense. T'as un peu plus de marge de manœuvre, quoi, vu que n'importe qui peut se mettre derrière le masque. C'est sûr que c'est moins compliqué de faire revenir, même si parfois, on en parlera sûrement, les reveals sont parfois un peu tirés par les cheveux, mais c'est toujours plus facile de dire c'est le cousin du frère de machin, de la mère, que de dire c'est Michael Myers qui était mort et qui est encore revenu. Et voilà. Et puis ça évite de faire des retcons et en tout cas d'annuler les précédents films et de dire celui-là fait la suite du 1 30 ans après machin. Là tu peux avoir des suites sans fin en fait. C'est ça qui est bien et qui est pas bien en même temps. Comme disait Mylène, c'est vrai, moi je partage votre avis, je suis toujours contente qu'il y ait un nouveau Scream parce que c'est un peu une saga doudou et j'ai envie à chaque fois d'avoir ce whodunit et tout, mais c'est vrai que comme tous les autres films, surtout en ce moment, quoi, plus t'en fais, plus c'est des sagas qui sont un peu galvaudées, on va dire, quoi. Mais ça fait partie du truc pour les films d'horreur, hein. Oui. C'est ça le truc, quoi. Ouais. C'est de nouveau écrit par Vanderbilt et Buzik, là, les deux mecs qui avaient écrit le film d'avant, et c'est de nouveau réalisé par les deux mecs c'est Bettinelli, Holpin et Gillette. Bettinelli, pardon, excuse-moi. Mais surtout, niveau prod, c'est surtout le non-retour de Neve Campbell. Comment vous l'aviez reçu, vous, quand Neve avait dit « ça m'intéresse pas parce qu'en gros, le rôle n'est pas assez grand ». On me respecte pas tel quel quand je suis sur les tournages, qu'un homme on le traiterait pas comme ça. Elle a surtout parlé du salaire aussi. Du salaire, en disant que l'offre n'était pas. Le salaire n'était pas. Parce que c'est vrai que c'est pour le coup, c'est quand même le personnage et l'actrice qui porte la saga depuis le début et c'est une des Final Girls les plus iconiques. Et se dire qu'il la paye pas à sa juste valeur, ça fait un peu mal. Ouais. C'est ça. Et elle a bien eu raison de pas accepter. Enfin, autant ça m'a fait mal qu'elle revienne pas, mais elle a eu totalement raison en fait de pas se laisser faire. Mais en même temps, pour faire quoi? Dans le film précédent, il l'avait ramené comme ça, mais au final, ça n'avait rien apporté du tout. Hein. Alors là, ça n'avait aucun intérêt. Sur celui-ci, je crois qu'en fait, l'action devait être centrée plus sur elle que dans le précédent, et elle devait vivre à New York avec son mari et ses enfants, et le tueur devait venir la traquer à elle, à New York, et pas traquer le cast de jeunes étudiants. Donc ils ont dû adapter. Quand tu vois le précédent, c'est plus logique que ce soit le cast de jeunes. Oui, moi ça m'a pas choqué en fait qu'ils suivent les étudiants, puisque c'était censé, le précédent était censé être un peu un passage de relais entre deux générations, quoi. Tu vois, Gail est journaliste.
donc elle sera toujours sur l'affaire. Elle sera toujours sur l'affaire, donc c'est un peu logique qu'elle revienne un peu à chaque film pour se prendre une droite. Elle revient juste pour ça, en fait. Alors que la pauvre Sydney, tout ce qu'elle a envie, c'est d'être tranquille, quoi. Bah donc, ouais. Voilà. Et donc, justement, parlons-en. Le film se déroule à New York, qui est un gros changement par rapport à d'habitude. Il n'y avait que le 3 qui ne s'était pas déroulé à Woodsboro, si je ne me trompe pas. Le 3 était à Los Angeles, une grosse partie. Et là, c'est la première fois qu'on est dans une grosse ville comme ça, avec beaucoup de monde. Ça change un peu la donne, quoi. Et même le 3, au final, il se déroulait dans un décor de cinéma qui était censé être des répliques de la maison et des maisons du premier, puisqu'on était sur le tournage d'un stab. Et du coup, c'était un film très miroir, puisqu'il y avait les décors qui rappelaient les maisons et le cast du faux film qui rappelait les personnages de Scream, quoi. Je vais te prendre en photo avec le chat. Il est en train de se rouler sur la table. Il se roule juste devant nous, c'est impossible de se concentrer. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez rebondir sur des trucs qu'on dit, parce que nous on est focalisé sur le chat là. J'ai zéro attention maintenant là. Franchement, c'est intéressant. Enfin, à la fois, c'est bizarre de se dire qu'on n'est plus à Woodsboro, parce qu'il y a quand même un petit truc un peu doudou de retourner à Woodsboro à chaque fois. Et puis, quelque part, on a un peu fait le tour de Woodsboro, donc passer à New York, ça veut dire possiblement une mise en scène de malade, plus de tueurs, plus de crimes un peu vraiment gore et tout. Et moi, j'étais très curieuse, je me suis dit, ok, là, ils vont aller à fond dedans, on va être dans le too much, mais ils vont totalement assumer. Bon, j'avais pas envie que ça parte quand même comme dans Vendredi 13, c'était ma grosse crainte. Je m'étais dit, s'il est aussi mauvais que le Vendredi 13 à New York, on est très mal barré. Mais en vrai, j'étais hyper curieuse. Ouais, moi, c'est pareil, j'étais hyper curieuse. Et surtout, je me disais, potentiellement, ils vont peut-être exploiter des décors qu'on n'a pas vus forcément avant, du type des petits appartements et pas des grosses baraques où les meufs, elles courent 30 000 escaliers, où elles ont des patios de ouf, des terrasses de ouf, en n'en plus finir. Et là, j'étais assez curieuse de voir comment ils allaient utiliser les décors, parce que en fait ça change quand même beaucoup de choses dans l'affrontement, dans la mise en scène, dans beaucoup de choses, quoi. Donc moi c'était ça aussi qui me rendait assez curieuse. Ouais, je trouve que c'était une super bonne idée quand j'avais vu la bande-annonce. Oui, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux Scream lieux. dans le métro, quoi. C'est trop... Ouais, et puis t'as quand même un historique dans le cinéma d'horreur, plutôt des années 80, avec une ville de New York, un peu les bas-fonds, un peu cracra. Même le Vendredi 13, même s'il se passe beaucoup sur un bateau, tu vois Jason dans les égouts. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu cracra de la ville et tout. Alors, c'est peut-être plus le cas autant aujourd'hui, mais en tout cas, ça ouvrait de nouvelles possibilités. Le film m'a surpris au début. Je pense qu'il a surpris un peu tout le monde. En montrant les tueurs, enfin en tout cas un des tueurs, c'est pas le tueur final, mais c'est quand même un des tueurs qu'on voit dans le film avec cette mort. Et d'ailleurs j'ai appris que l'actrice qui jouait, qui est d'ailleurs une Scream Queen, si je me trompe pas, elle est assez connue, l'actrice qui se fait tuer au début. Ouais, en fait c'est Samara Weaving qui jouait dans le film qu'ils ont fait avant Scream 5 qui s'appelait Wedding Nightmare en France. Et tu sais qui est son tonton ? Oui, c'est Hugo. C'est Hugo Weaving, je viens de découvrir ça et je ne savais pas du tout. Et en fait, c'est l'actrice qui jouait la Final Girl dans leur film précédent. Et puis là, elle est avec une robe blanche, elle est sur une... Ouais, elle est plus ou moins... Enfin, moi, je la voyais un peu robe blanche sur une appli de rencontre. Je me disais, ça se trouve, c'est peut-être le même perso qui a refait sa vie et qui recommence à dater. Je me suis inventé une origin story sur elle. Quand le film ne me plaît trop loin, Marie. Non, mais quand le film ne me plaît pas, je m'invente des trucs. J'ai bien aimé, moi, le début. Non, mais moi, j'aime bien la scène d'ouverture. Ouais, la scène d'ouverture, justement que... Normalement, ça s'arrête sur la mort et ensuite on arrête. Et là, on voit que la caméra s'attarde sur Ghostface et il enlève son masque. Et j'ai fait « Oh !» Ah bah voilà, c'est plus ce genre de truc que je veux voir. Bon, en l'occurrence, ce Ghostface-là, il se fait tuer 2 secondes après. mais j'aimais bien justement ce petit rebondissement au début. Et en plus d'adapter la ville, là, on peut pas faire plus ville, quoi. Le dating... Ça utilise un peu... En fait, Scream a toujours utilisé les évolutions technologiques. Voilà. Et là, on est un peu sur les applis de rencontres. Et du coup, je trouve que la scène, elle est plutôt chouette. Et je trouve intéressant que le tueur se démasque dès le début, où je me suis dit, tiens, ils vont peut-être faire un Scream qui change vraiment du point de vue du tueur, abandonner l'aspect whodunit,
qui aurait été du coup sortir un peu des règles de Scream, et moi j'aurais trouvé ça intéressant parce que justement je me disais la ville peut s'y prêter. Tu vois, le fait que nous on ait une longueur d'avance sur les personnages pour une fois, qu'on sache qui est le tueur, et du coup par exemple dans la scène du métro qui avait été beaucoup teasée dans la bande-annonce, je me disais ça peut être intéressant d'avoir nous on sait qui est le tueur dans le métro parce qu'on a vu son visage, on voit qu'il met un masque soit de Ghostface soit même d'un autre personnage. Moi j'aurais kiffé le voir en fait vraiment genre trahir le truc et mettre un masque, je sais pas, de Michael Myers, de Freddy ou j'en sais rien, et vraiment avoir un truc surprenant. Mais pour le coup c'est quelque chose qui est pas du tout après exploité puisque le tueur se fait tuer. Ah oui, moi je crois que je suis partie un peu trop loin avec la scène d'intro en fait, parce que quand je l'ai vu j'étais persuadée qu'ils allaient partir sur un truc de secte où en fait on n'avait pas un tueur, mais à chaque fois chaque crime était par un tueur différent. Ouais. Et qu'en fait on allait les découvrir à chaque fois après du coup leur meurtre, et qu'il y aurait un reveal sur quelqu'un qui chapeauterait tout quoi. C'est Highlander. Ah ouais, toi t'es pas loin. C'est Highlander, il faut. Mais en fait quand il a commencé vu qu'il passait par une application qui avait un truc où il s'organisait, en fait je me suis dit du coup ils sont plusieurs, et vu qu'il voulait réaliser un film, finir le film, il y avait un côté on va faire un peu des boost films et tout. Enfin, je suis partie très loin. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça le problème avec Scream, c'est que tu peux... Là, dans le Scream 5, ils avaient plus ou moins fait le premier Scream, quoi. À presque tous les niveaux, il n'y avait rien de nouveau, quoi, en fait. Il n'y avait rien qui me sortait vraiment, à part qu'on disait le grand twist, c'est que c'était la fille de Billy Loomis. C'était un peu le gros truc. Dans le 5, il n'y avait rien qui sortait vraiment du lot. Alors que dans celui-là, dès le début, j'ai fait « Ah, ok, c'est bien d'avoir une bonne scène d'intro dans un Scream aussi. Parce que ça compte, c'est limite une des... » C'est ce qu'on attend. C'est un des trucs qu'on attend. Et puis surtout, celle du précédent était pas terrible. Je me rappelle plus. Je crois que c'est le personnage de Jenna Ortega qui est chez elle. Il y a tout un jeu avec la domotique où, tu sais, il verrouille la porte et tout. Vrai, ouais. Mais elle ne mourrait pas. Donc là aussi, c'était un peu décevant parce qu'on attend toujours un peu la première mise à mort. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est pareil. La blonde pour vous, qui meurt, mais... quoi, voilà. Ouais, t'attends toujours un truc. Non, mais là, t'as la brune qui meurt pas. Ça changeait un peu comme un trou, quoi. Au moins, elle mourrait pas. Et en plus, c'était hyper. Enfin, moi, je crois que c'est un des seuls trucs que j'aime vraiment bien dans le 5. C'est justement la scène d'intro. Je trouvais qu'elle était vraiment efficace. Et là, il y avait tout de suite, on voit un espèce de nouveau Ghostface hyper brutal, hyper violent, avec aussi des dialogues, des nouvelles références et tout ça sur d'autres films. Enfin, moi, je l'avais trouvé plutôt efficace. Moi, j'aimais bien cette scène-là. Et la bonne idée du film, c'est aussi que c'est pas juste à New York, c'est à New York pendant Halloween. Donc ça ajoute beaucoup de... Ça ajoute des gens bourrés avec des masques, t'as un sentiment d'insécurité en fait. Et ça, c'est retranscrit dès la première scène où, on lui dit d'aller dans une allée, elle va dans une allée, mais ça, c'est un peu... C'est classique des films d'horreur, ce genre de choses. Surtout qu'elle est censée avoir... Elle est un peu comme toi, c'est comme... Alors, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message hier pour me dire « Ça fait quoi de mourir dans la première scène de Scream 6 ?» Et j'ai fait « Ok, merci. » Prof de slasher, quoi. Ouais, c'est une prof de cinéma et elle parle avec le mec qu'elle doit voir, et elle lui dit qu'elle parle de slasher à des ados, des étudiants, qu'elle leur parle des vieux slashers des années 80, quoi. Donc je me suis sentie un peu visée. Ouais, un peu. Je me suis un peu identifiée. Quand elle commence à partir en logorée sur le slasher, et genre qu'elle lève les yeux au ciel parce qu'elle sent qu'elle a recommencé, et genre je me suis totalement reconnue à ce moment-là. C'est pareil. Mais elle joue hyper bien d'ailleurs. C'est dommage qu'on la voit pas plus parce qu'en fait, je trouve qu'elle joue hyper bien, elle est hyper charismatique, et surtout quand tu la mets à côté des autres personnages dont on parlera peut-être plus tard. Mais c'est vrai que tout de suite, alors qu'elle a pas beaucoup de scènes, pas beaucoup de dialogues, je trouve qu'elle arrive vraiment on a vraiment de l'empathie pour elle, quoi. On comprend bien sa galère d'un premier rendez-vous, que voilà, elle est anxieuse et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment elle est un peu mal. Pathétique aussi. Ouais, elle a un côté un peu... je me désole moi-même. Et, ouais, voilà. Mais après, moi, je trouve ça... En fait, je le rapproche un peu de la scène d'ouverture du premier, que moi, j'aime beaucoup. Et ou dans le sens où c'est une actrice... Du premier ou du 5 du premier, du vrai premier. Ok, du premier. Non, mais dans le sens où c'est c'est une actrice peut-être moins connue que Drew Barrymore à l'époque, mais dans le sens où, voilà, comme tu disais, Jessica, c'est une actrice, c'est une bonne actrice et tout, qu'on aurait voulu voir un peu plus dans le film. Ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'adultes dans le film en dehors de Gale et du flic. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été bien d'avoir un personnage un peu plus âgé des autres, parce que tous les autres sont ils ont genre la vingtaine, tous les personnages. Ouais, c'est tous des étudiants, quoi. Ouais, voilà. Ouais.
Bah, dans le premier Scream, c'était un peu ça aussi. Ça a toujours été Gail, la vieille, dans ces films. Ouais, Déjà vrai. dans le premier, c'était la vieille. Il est toujours la daronne. C'est ça. Après, c'est aussi un truc du cinéma d'horreur, c'est que t'as les figures parentales qui sont toujours absentes et c'est souvent des ados livrés à eux-mêmes. Donc c'est pas. Oui, le c'est principe, assez c'est qu'il n'y a pas logique trop aussi. d'adultes ou alors les adultes sont inutiles. Voilà. Un truc que j'ai pas compris avec le rebondissement final, c'est qu'ils ont dit on pouvait pas laisser ces mecs-là tuer alors que nous on voulait te tuer, quoi. Voilà, ils disent à Sam, nous on voulait te tuer. Mais alors comment ils ont su? Parce qu'ils sont là le jour du meurtre. Ouais. Ils les tuent pile poil le jour de leur premier meurtre. Enfin, je sais pas comment ils ont su, comment ils ont réussi à... Je sais qu'il est flic et donc il peut tout retrouver, mais il y a un truc qui va pas vraiment dans la logique, là. Après, ils sont à la fac ensemble, hein. Puis c'est pas le seul truc qui est pas logique dans le film Oui, aussi, tu c'est vois. ce que j'allais dire. Je pense Non, mais qu'on on n'est pas assez une près, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que j'avais pas relevé celle-là, mais c'est vrai. Ouais. Et Ghostface qui dit « Who gives a fuck about movies ?» Ouais, oui. Voilà, il est un peu obligé de dire un peu une phrase comme ça à chaque film. Ouais. Donc Sam, elle est toujours là. Elle va chez le psy maintenant, alors que sa sœur ne veut pas aller chez le psy. Est-ce que vous aimez ces deux sœurs, qui sont donc maintenant les deux personnages principaux? Ils ont un peu eu le jackpot avec Jenna Ortega. C'était genre, on savait pas qu'elle allait être aussi connue, mais maintenant c'est un peu une star. Donc déjà à ce niveau-là, bien joué. Je me demande à quel point ça a influencé l'écriture du scénario. On la voit pas trop dans celui dans, d'avant. dans le précédent, elle était un peu... Moi je la trouvais très bien à l'époque, mais c'est vrai qu'elle était un peu plus en retrait parce que c'était pas son histoire directement. Et je pense que ça a dû pas mal changer la donne et qu'ils ont dû être bien contents que mercredi passe par là, quoi. Après, au-delà de ça, il y avait eu beaucoup de retours après le 5 de personnes qui la trouvaient beaucoup plus charismatique que sa sœur. Et du coup, je pense que ça a aussi beaucoup joué parce que clairement, elle est plus une Final Girls que sa sœur. Enfin, moi, je supporte pas Sam. Enfin, du coup, en fait, ça joue beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un personnage problématique de Final Girl quand il y a, au milieu du film, elle dit sinon, je me sacrifie. Et tu dis, on n'a pas fait 30 ou 40 ans d'évolution de Final Girl pour en arriver là, quoi. C'est un peu triste. Je la trouve plus intéressante que Sydney. Oh, waouh. Wow. L'autre s'est choqué. On va se calmer. Non, ce que je veux dire par là, hein, je rigole, c'est pour taquiner. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il lui donne, au niveau de son histoire, Sydney, en gros, c'est juste, il t'est arrivé ça dans le premier, maintenant t'as un flingue et tu te laisses plus faire. Voilà, c'est un peu ça, on va dire, Sydney, son histoire. On n'apprend pas forcément, enfin, si je me rappelle bien, on sait juste que son père est absent, je sais plus si sa mère est morte. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que sa mère est morte et a été volée. Mais ça, c'est surtout dans le premier qu'on en parle beaucoup. Dans les suites, c'est pas vraiment le problème. Dans les suites, c'est plus maintenant, je me laisse plus faire. Voilà, maintenant, elle est badass en fait. Elle est devenue badass. Alors que Sam, ils ont été. Tout à fait, quand même, hein, parce qu'elle a beaucoup. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre quelque chose de très fragile et quelque chose de très fort, parce que par exemple dans le 2 elle est traumatisée, tout ça, mais à côté de ça donc elle est plus forte, plus badass, tout ce qu'on veut, mais à la fois en fait elle veut des amis, quoi. Elle veut un mec, elle veut des amis, elle veut faire sa vie, et on sent que ça et on sent que ça la blesse beaucoup en fait de galérer et d'errer un peu là-dedans, et je trouve que c'est un personnage qui avait ce bon équilibre là, d'être un peu pas justement toujours la final girl super forte qui s'en sort et qui non, elle a des doutes, ça la fait chier, elle sait pas toujours comment faire avec les autres et tout ça. On peut beaucoup plus facilement s'identifier à Sydney, en fait, c'est ça le truc, parce que Sydney, c'est une personne normale au final, quoi. C'est vraiment c'est une personne comme toi et moi, c'est pas forcément la fille d'un tueur en série qui elle-même a des pulsions. C'est ça. Voilà, ce que je disais par elle est plus intéressante que Sydney, c'est qu'ils ont mis plus d'histoire dans sa backstory pour en faire un personnage qui est plus central à l'histoire, tu vois. C'est pas pour ça que ça marche mieux. Ouais, dans celui-là, je trouve que ça marche mieux dans celui-là que dans le précédent. Moi, je trouve que tout l'arc avec les visions... ça c'est un quart de seconde. Donc ça ils l'ont moins mis que dans le précédent. Dans le précédent, c'est vraiment chiant. Je pense qu'on leur a dit, votre rajeunissement numérique de Skitty Drake, c'est pas ouf. Là, il est dans un reflet, donc on le voit pas vraiment. C'est ça, en fait, on le voit pas trop. Tu reconnais un peu ses yeux vaguement, tu fais OK. Non, ils ont quand même freiné là-dessus. Et je trouve que dans ce film-là, ça fonctionne mieux. Alors que pourtant, je m'en foutais complètement d'elle dans le premier. Dans le 5, et dans celui-là, je trouve qu'elle est quand même un peu mieux utilisée. Bon, c'est peut-être que moi, hein, mais... Après aussi, c'est peut-être parce que c'est une suite et que c'est plus facile de gérer les traumas
qui donne un peu d'épaisseur entre guillemets aux personnages sur ce qui leur est arrivé. Dans le premier, t'as un peu plus de choses à raconter parce que le premier, c'est il leur arrive ça et tu sais pas trop d'où elles sortent. Et dans le deuxième, tu sais qu'elles ont vécu ça et chacune des deux sœurs a une façon différente de gérer. Ça, c'est pas la petite sœur qui, tu vois, veut pas être une victime et veut faire comme si s'était rien passé, et la grande sœur qui est overprotectrice et qui elle n'arrive pas ni à en parler à son psy ni à laisser sa petite sœur vivre et aller à une soirée le soir d'Halloween, quoi. C'est ce genre de sujet qui m'intéresse un peu dans Scream, parce que c'est vrai que, par exemple, Gail, elle s'est fait poignarder 1 milliard de fois, elle est jamais allée voir le psy, tu vois, elle va très bien, pas de problème. Je sais pas, peut-être qu'elle va le voir le psy. Elle écrit des livres. Ouais, c'est vrai. Elle écrit des livres, elle balance tout le monde en plus. Qui a besoin de voir un psy quand tu vends des livres et que tu gagnes des millions et que tu vis dans cet énorme appartement de l'Upper West? Avec un mec baraqué. Mais d'ailleurs, l'arc de Gail, c'est le même que dans le 2. Hein. Elle a écrit un livre et tout le monde lui en veut et on lui met une droite. Hein. C'est exactement la même chose. Le film singe beaucoup le 2, tu vois, je trouve que le précédent singeait beaucoup Scream 1 et celui-là, il répète beaucoup Scream 2, tu vois, t'as ce côté sur le coup de poing à Gail qui allait vite mais elle en prend quand même un. Le côté, on en parlera peut-être après, la scène dans Central Park qui rappelle évidemment la scène de mort de Randy et même tu l'as en public aussi. Et même les personnages le disent. La scène le repère après qui est dans l'ancien cinéma rappelle un peu l'ouverture, et puis le reveal rappelle évidemment le reveal du deuxième Scream, quoi. Et en plus, là où il est très malin, ce 6e opus, contrairement au 5, c'est que le 5 faisait des références un peu posées partout qui fonctionnaient pas trop. Et je trouve que le deuxième, en fait, il a essayé d'être un peu dans la tête des spectateurs, parce que il y a plein de fois où j'ai pensé à des trucs et juste après ils l'ont dit, tu vois, et je me suis dit j'ai voulu faire la maline en mode j'avais trop compris ça, et en fait juste après ils le disent, donc bon, ça a plus trop de valeur. Mais je me rappelle de la scène où ils sont dans le parc, où justement je commençais à me dire ouais, en fait c'est clairement Scream 2, tous les plans sont pareils, les musiques, le montage, tout, et juste après ils le disent et en fait t'es là, oui, en fait juste tout le monde l'a vu, ils le savent, ils en sont conscients. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. Comme les petites références, le fait que Vendredi 13, celui à New York passe dans la scène d'intro. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez discrets et qui sont mieux gérés que dans le 5. Si vous avez écouté les épisodes sur Scream, vous savez que j'aime pas le 2. Bah là, j'ai reconnu pas mal de trucs du 2, mais ça m'a pas dérangé, tu vois. C'était pas genre... Je sais plus pourquoi j'avais pas aimé le 2. Je me rappelle plus exactement. Ça fait longtemps. Je me rappelle juste que le 2, en fait, tout le monde le vendait un petit peu comme... Et je trouve qu'en dehors de la scène d'intro et peut-être une ou deux scènes par-ci par-là, il fait quand même pas mal d'erreurs, le 2. Le 3, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais ouais, en fait, je m'attendais pas à en avoir un peu quelque chose à faire de ce film en allant le voir, en fait. Et je l'ai trouvé fun. Et j'étais très choqué, en fait. Je ne comprenais pas. Je suis là, genre, merde, je suis en train de passer un bon moment. Oh merde, j'aime un Scream, qu'est-ce qui se passe? Non, j'aime Scream. Enfin, Scream, le premier, le 4. Et c'est vrai que le reste, je ne suis pas forcément un grand fan de Scream. Et là, je crois que c'était la première fois que je voyais un Scream au cinéma que j'aimais. Parce que le premier, j'étais un peu trop jeune pour être allé le voir. Je sais pas exactement ce qui m'a plu vraiment par rapport à ce qui m'a pas plu dans le 5e, par exemple. Le 5e, il m'a vraiment... je l'ai trouvé mauvais à tous les niveaux. Et là, celui-là, qui est fait par exactement les mêmes personnes, écrite par les mêmes personnes, avec les mêmes acteurs, ce film-là m'a plu. Et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Je suis paumé. Je suis paumé. Peut-être parce qu'il y a des scènes comme Ghostface qui tue tout le monde dans une supérette. Et ça, je sais pas pourquoi, c'est le genre de scène que je voulais toujours avoir, que je voulais toujours voir. Juste Ghostface qui rentre dans une pièce et qui fait je vais tuer tous les gens qui sont dans cette pièce. Ok, ça tient pas debout vraiment d'une manière réaliste, mais... Et puis avec une arme à feu, c'est quand même la première fois qu'on le voit avec une arme à feu et qu'on voit même de base les tueurs de slasher ont toujours traditionnellement une arme... un couteau ou au moins une arme blanche, parce qu'il y a toute une symbolique de la pénétration, du machin et tout. Et c'est vrai que là, dans la bande-annonce, on voyait qu'il y avait une arme à feu et on se disait, tiens, ça va peut-être ouvrir de nouvelles possibilités. Moi, je trouve ça un peu... Je me suis dit peut-être qu'il va partir en mode rampage, je tue tout le monde dans la ville, quoi. Mais du coup, je trouve que c'est une bonne continuité avec le Ghostface d'avant qui était très brutal, très violent, parce qu'en fait, là, il est toujours très brutal et violent, mais d'une autre manière, en fait, il va vraiment à l'essentiel. Et ça se voit aussi dans les scènes d'appel où souvent Ghostface aime bien jouer avec sa victime, blablabla. En fait, là, souvent, ça dure pas longtemps.
Et tout de suite, il attaque. Et justement, pour la supérette, c'est ça, en fait. Il parle rapidement à Sam. Et puis, en fait, il était déjà là. Il attaque. Et puis, quand il attaque, après, il lâche plus le morceau, quoi. Je trouve que, ouais, c'est vraiment dans la continuité, je trouve, de je sais pas, ce nouveau tempérament. Je sais pas comment on peut dire. Mais... Plus animal, un peu. Ouais, plus direct. Ouais. Puis c'est logique aussi, parce qu'en fait, comme c'est jamais la même personne derrière le masque, c'est aussi logique qu'il y ait des Ghostface avec des caractères, entre guillemets, et des manières d'opérer différentes. Il paraît que dans les 2-3 premiers, on pouvait un peu savoir qui était le Ghostface au téléphone et qui ne l'était pas, enfin si avec un peu de logique. Ouais, et puis il y a plein de vidéos, de trucs d'analyse, de qui tue à ce moment-là dans chacun des films et tout ça. Donc je me demande si, par exemple, le Ghostface de Stu, c'est celui qui se prenait des portes et qui glissait sur des pots de banane. Je pense que oui, c'est sûr. C'était le Ghostface slapstick, c'est certain. Celui qui se prend la porte du frigo. Là, il est plus comme ça. Hein. Dans celui-là, il est pas comme ça. Mais c'est vrai ce que disait Jessica sur le précédent. Le précédent, il mettait des vrais coups, en fait. Il y avait des... Tu vois, pas juste des coups de couteau, il y avait des vrais coups qui faisaient mal, quoi, des membres cassés. Enfin, je me souviens plus dans le détail parce que j'ai jamais revu le film, mais voilà, il faisait mal, quoi. Des coups de pied pour vraiment faire mal, quoi. Ouais. C'est lequel le plus gore de tous les Scream ? Vraiment gore, où il y a du sang tout le temps. Ce serait pas le 4 ? Le 4, il y avait un retour du gore parce qu'il l'avait un peu atténué sur le 3 parce qu'il était sorti le 3, il n'y avait pas de gore du tout. Bah ouais, au moment de Columbine et tout ça. Ouais, Après, le 5, il est bien gore quand même aussi. Enfin, du moins, la mise en scène des meurtres, elle est quand même très frontale. Hein. Ouais, puis il y a tout un travail aussi sur le son, je trouve, et les corps, les os qui brisent. Enfin, tout ça, tu le sens plus dans la chair dans le 5 que les autres. Mais après, c'est vrai que visuellement, le 4 est certainement un des plus gore si on parle vraiment purement visuel, quoi. Je tiens à dire, pour les gens qui suivent le football, ils vont tous penser à la même chose que moi. Le flic dans le film, il ressemble à Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG actuel. Il a exactement la même façon d'être. Et pendant tout le film, j'avais envie de... Quand j'ai pris mes notes, j'ai écrit Christophe Galtier à chaque fois que je parlais de lui. Et il lui ressemble, mais grave. J'avais jamais vu cet acteur. Il lui ressemble, mais vraiment, vraiment. En plus, en fait, Galtier est plus jeune. C'est juste la différence, quoi. Mais bref, Kirby est au FBI maintenant. Surtout, Kirby est là. Kirby est là, oui. Parce que bon, c'est ça la première surprise. Comme il n'y avait pas Neve Campbell, ils ont dit bon, on peut rappeler qui on va rappeler Hayden. Voilà. Et puis en fait, moi, c'est là où j'ai un peu commencé à décrocher du film. Où je me suis dit, tiens, ils font ce que les gens veulent. Enfin, les fans étaient. Enfin, les gens étaient assez fans. Ace Modé devait être très content. Ouais, j'ai pensé à lui. Mais en fait, c'est vrai que les fans aimaient beaucoup le personnage de Kirby dans le 4 et donc ils l'ont fait revenir pour ça, quoi. En même temps, dans le 4, on n'avait pas des masses des personnages qui étaient intéressants. Il y avait globalement que elle et Jill et Sidney. Ouais, quoi. Jill, mais sinon, le reste. Ouais, Charlie, j'aimais bien Charlie. Hein. Ouais. Ouais. Non, et puis en même temps, des personnages intéressants joués par des actrices connues qui sont apparues dans Scream, elles sont toutes mortes, hein, la plupart du temps, les actrices connues qui sont apparues dans Scream. Ouais. Elle, je sais pas ce que devient sa carrière ou quoi que ce soit. Je crois qu'elle a fait une longue pause. Elle a fait une longue pause, Ouais. Et non, ça fait plaisir de la voir. Par contre, à un moment, ils nous font croire que c'était la tueuse et j'étais très content d'ailleurs à ce moment-là. J'étais un peu dégoûté que ce soit pas elle parce que je voulais que ce soit la deuxième tueuse d'1m60. À chaque fois, c'est tellement drôle. À chaque fois, Gilles, c'est censé être la tueuse dans le 4, sauf que le tueur, il fait toujours 1m80 dans toutes les scènes où on le voit. Et même l'autre tueur. Même lui, il est petit. Les deux, c'est des petits. Ah oui, c'est un Macaulay Culkin, c'est le frère de Macaulay, là. C'est des petits gabarits, quoi. Donc ça marche pas forcément. Ils ont des bonnes chaussures. Ouais, c'est ça. Ils ont des New Rock avec des plateformes de 35 cm. C'est ça. Du coup, ils devraient tomber encore plus. C'est pour ça qu'ils se cassent la gueule Ghostface à chaque fois. Donc ouais, Kirby qui est de retour. En fait, j'étais content, mais de là à en faire une sorte de FBI, enfin, je trouvais que ça sortait un peu de nulle part, en fait, le côté FBI. Je sais pas, est-ce qu'il y avait des indices dans le 4 que ça pourrait devenir Dana Scully, quoi? Bah non, parce que dans le 4, elle avait vraiment le côté un peu Randy, où c'était elle, la geek, la nerd des films d'horreur, quoi. Donc, il n'y avait pas spécialement de trucs sur ça, quoi. Mais bon, après... elle cassait un peu les codes, parce que c'est la meuf populaire qui était aussi Randy, quoi. Ouais. C'était la nouvelle geek, nouvelle génération, quoi. Ouais, c'était un des seuls personnages vraiment mémorables de toute la nouvelle génération qui n'est pas dans les deux premiers, je veux dire. C'est un peu... Oui, mais c'est pour ça que les fans l'aiment beaucoup et c'est pour ça qu'elle est revenue. Hein.
Bah, moi, du coup, j'étais contente de la voir, mais le problème, c'est qu'elle sert à rien. Son personnage n'est pas écrit et que même avec un personnage pas écrit, en fait, en termes d'action, elle fait rien non plus. Enfin, il se passe rien, quoi. Donc, c'est un peu dommage, du coup. Elle est là pour le twist. En fait, elle accompagne, mais elle fait pas grand-chose, quoi. Elle est pas vraiment moteur. Mais bon, après, le film est aussi très mal écrit et les personnages vont d'un endroit à l'autre sans lien. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Et si on allait là ? Et si on allait là ? Mais sans vraiment de raison. Je pense qu'ils veulent en faire la nouvelle Dewey. Ouais. D'une certaine manière. Qu'elle est le capital sympathie et en même temps, elle est flic. Enfin, là, la FBI, en l'occurrence. Je pense qu'ils essaient un petit peu, se disent, bon, il y a un manque de Dewey, quoi. Il manque quelque chose et je pense que c'est elle qui remplace un petit peu. Et donc, elle se fait poignarder dans le film. Mais c'est vrai que c'était surtout pour qu'il y ait ce moment où on nous fait croire à un moment que c'est peut-être elle la tueuse, qu'en fait depuis le 4 elle a pété les plombs à cause de ce qui lui est arrivé et donc c'est devenu... Est-ce qu'il aurait pu marcher ? Ouais, j'étais content parce moi, que, je pense que j'étais le premier à dire que Gail aurait dû être la tueuse un jour ou l'autre et d'ailleurs il lui dit au téléphone, enfin il lui dit quand il est au téléphone avec elle, il dit t'aurais dû être la tueuse et ça aurait été logique. C'est exactement ce que j'ai dit dans un épisode. C'est marrant parce que Scream c'est un peu ça, hein. Tu dis des choses dans un podcast et dans le film d'après ils vont répéter tout ce que tu as dit parce qu'ils sont tellement méta que en fait toutes les critiques ils répètent toutes les critiques en fait dans Scream. C'est malin en même temps, ça te protège de toute critique en fait d'une certaine manière parce que tu fais toujours bouclier, bah non ouais. Je le savais, j'étais un coup d'avance, moi j'étais méta, voilà. Il y a une petite référence à Sydney, un peu téléphoné quoi. Histoire de dire. Ouais, c'est un peu du genre. Elle veut pas venir. Tapis, quoi. Faut qu'on dise qu'elle est pas là, donc on va dire qu'elle est pas là. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, personne ne demande où elle est. Et c'est vraiment elle qui arrive et qui dit j'ai appelé Sydney, à la piscine. C'est un peu ça en plus. C'est inutile. Sydney, elle est avec ses gosses, laissez-la tranquille. Voilà. Ouais. Je pense que en fait, le film aurait pu juste. Comment on peut faire revenir Sydney en vrai ? En fait, moi, j'avais juste peur qu'ils fassent comme dans Terminator 3 et qu'ils nous disent que, tu vois, qu'elle est morte. Ça aurait été tu vois, qu'ils nous fassent une Sarah Connor, genre, elle est morte, elle a eu un cancer. Je pense qu'ils n'oseraient jamais faire ça. J'étais là, faites tout sauf ça. Dans certaines séries télé aussi, entre les saisons. Oui, ou parfois quand il y a littéralement un acteur qui meurt. Là, oui, c'est logique. Et que du coup, t'es un peu obligé, quoi. Et là, je me suis dit, j'espère qu'au moins, ils vont pas faire ça. Mais après, je pense qu'ils se gardent évidemment une porte de sortie pour la faire revenir. Mais apparemment, elle a signé pour le prochain. Ah ouais ? Apparemment, elle aurait signé pour le prochain, ouais. Donc, je sais pas trop. Moi, en vrai, je vois bien... Enfin, ça a l'air de s'axer comme une trilogie, un peu comme les derniers Halloween. Et je vois bien, genre, un espèce de gros chapitre final. Mais ce qui serait bien, c'est d'écrire ces personnages pour une fois. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ce qui serait logique, c'est que ce serait Sam la tueuse, en vrai. Parce que son retour, la logique, ça voudrait que pour le dernier Scream, la logique voudrait que ce soit l'héroïne des 3 derniers qui soit la tueuse. En fait, il joue avec ce truc de est-ce que être un tueur psychopathe, c'est génétique et si mon papa l'était, est-ce que je le suis aussi ? Est-ce que prendre du plaisir en tuant quelqu'un, c'est mal ? Ouais, c'est ça. Et en fait, comme il joue avec ça, sans l'assumer non plus, vraiment là, on en parlera, je pense à la fin sur le plan final et tout, mais au moins qu'ils en fassent quelque chose, quoi. Je pense qu'en fait, il prépare à chaque fois. L'histoire de Sam, c'est on va vous donner 10% à chaque film et petit à petit. Puis je pense que c'est un truc qui reste assez ouvert pour dire on peut le tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, selon ce qu'on décidera, parce qu'il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de vue à long terme, puisque en plus ça se fait, là comme tu dis Mylène, tu vois, si elle signe ou elle signe pas, évidemment le retour de Sydney fait que le film va beaucoup changer ou pas, donc je pense que c'est des trucs où ils disent on se laisse des portes ouvertes, donc en fait ça tranche jamais sur rien, quoi. En vrai, ça se voit qu'ils savent pas où ils vont. Franchement, ça se voit clairement, et c'est peut-être pour ça que j'aime pas Sam, hein, parce que je trouve que là où j'aime beaucoup Sydney, c'est que la gestion de son trauma à travers les opus, elle est hyper intéressante. Comment elle évolue entre justement la fille qui va aller en fac et faire un peu comme si de rien ne s'était passé, être un peu badass, après se renfermer dans le 3. Et je trouve que Sam, c'est juste pas très bien joué, pas très bien écrit et un peu trop téléphoné. Et franchement, si dans le dernier c'est elle la tueuse, pour moi, ça aurait été la facilité de trop, quoi. Enfin, non, au contraire, c'est pas une facilité parce que tu peux pas prendre ton héroïne et dire en fait elle était méchante depuis le début. C'est pas facile en fait. Parce qu'il y a quand même. Il y a une nouvelle génération qui va grandir avec Scream 5, Scream 6, etc. Qui va grandir avec ces personnages-là comme. C'est triste parce que ça veut dire que Tara, ce sera leur Sydney. Ouais, voilà. C'est trop triste. Mais totalement, Tara, c'est la Sydney. Hein. Ouais. Pour moi, c'est elle la plus importante. Hein. C'est la plus intéressante des deux, en tout cas. Je voulais dire Sam, pardon. Oui, mais je suis d'accord. Non, je voulais dire c'est triste si c'est Sam qui est leur Sydney. Mais oui, je suis d'accord. Ah oui. Que... tu vois, en fait, j'aime tellement pas Sam que je l'ai appelé Tara. Mais pardon. Qu'est-ce qui vous dérange avec Sam à ce point ?
Moi, je trouve ça assez gênant, en fait, son arc narratif, là, de dire que potentiellement c'est génétique et tout. Parce que, en fait, ce qui aurait été hyper intéressant, c'est effectivement, peut-être faire une Sydney un peu plus dark, en mode genre, bah, le fait qu'elle ait des traumas divers et variés, que ce soit par rapport à ses attaques ou pourquoi pas autre chose, ça serait intéressant. Mais là, utiliser le prétexte de la génétique, d'autant plus qu'elle l'a pas connue en plus, donc c'est pas comme s'il aurait pu avoir une influence sur elle. Je trouve ça assez gênant en fait de jouer que là-dessus, quoi. Alors qu'il y aurait eu certainement des choses beaucoup plus intéressantes et moins problématiques, quoi. Là, je trouve que c'est pas bien amené, quoi. C'est pas bon. Après, moi, je déteste moins Sam. Là, j'aimais pas dans l'autre film. Là, je trouve que, en fait, c'est surtout que je trouve que la dynamique avec sa sœur marche bien, beaucoup mieux que dans l'autre. Ouais, moi aussi. Oui. Ouais. Ouais. Là, j'ai trouvé que toutes les deux, il y a vraiment un truc qui se passe. Je trouve qu'elles ont vraiment trouvé un bon équilibre. Et moi, c'est ce qui fait qu'elles m'ont à peu près intéressée. Parce que même si Jenna Ortega, je la trouve très bien, elle joue très bien et tout, mais je trouve que son personnage n'est quand même pas très bien écrit non plus. Donc, j'ai quand même un peu de mal à me sentir concernée par ce qui lui arrive. D'autant qu'elle a un arc narratif un peu de base, à savoir, voilà, faut que je vive ma vie, lâche-moi, au propre comme au figuré. Donc, bon, c'est quand même pas méga subtil, quoi. Mais par contre, je trouve que la dynamique entre les deux, là, elle marche vraiment, vraiment bien. Je trouve que là, ils ont bien géré le tournant, quoi. Ouais, et ce que j'aime bien, c'est justement le fait que tout le monde pense que c'est une tueuse. Ça, c'est intéressant, en fait, le fait que tout le monde la déteste parce que tout le monde pense que c'est une tueuse. C'est ça qui est plus intéressant que ma génétique. Ouais, en fait, je trouve que c'est un truc plus intéressant ça aurait été plus intéressant de partir sur ça, sur est-ce que je vais devenir ce que tout le monde dit que je suis, voilà, ouais. Plutôt que de dire. Ouais, est-ce que j'ai tué. Ça se trouve, j'ai tué des gens, en fait. J'ai pas d'alibi à chaque fois. Mais j'étais où? J'étais où? Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu développé dans le dernier Halloween, là, avec l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est un peu laissée pour compte parce que, elle est assimilée à Myers, etc. Et du coup, elle se rapproche d'un gamin, je ne sais plus. Ah oui, la petite fille de Laurie Strode. Ouais, et puis je sais plus, pareil, le nom du gars, je ne sais plus, j'ai pas la mémoire des prénoms, mais qui lui aussi est mis de côté parce qu'il a accidentellement tué un gamin lors d'un babysitting malheureux. Et donc, du coup, les deux se rapprochent parce qu'ils sont tous les deux exclus, etc. Et bon, pareil, le film n'est pas très bon et tout ça, c'est pas très bien écrit, très bien abouti, mais en tout cas, je trouvais que l'idée était plutôt intéressante, justement, de voir comment ces deux personnes qui sont mis de côté, en fait, s'entraîne finalement vers le bas et comment elle est gérée ça par rapport au reste du public, quoi. Et là, il y a un peu ce truc-là qui se trouve avec Sam, mais c'est vrai que il préfère plutôt jouer sur l'ambiguïté de la génétique qui est quand même pas terrible, quoi. Moi, je vous trouve un peu méchante avec ce film par rapport à l'écriture, parce qu'en fait, on parle de Scream, quoi. Enfin, pour moi, l'écriture de Scream, à part le premier, parce que c'était le premier dans son genre, etc. J'ai jamais trouvé que l'écriture des personnages, surtout les personnages dans Scream, ça a jamais été... En fait, je revenais jamais pour les personnages, moi, dans Scream. Je revenais plus parce que c'est un truc méta, parce que ça a toujours un truc à raconter sur le genre. J'aimais bien Dewey. Tu t'identifiais à Dewey? Ouais, je m'identifie. Tu veux en parler? Voilà, je m'identifie à Dewey. Partout où je vais, j'ai la petite musique là, dang, 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 qui commence. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où on parle de Dewey. Bah oui, et il y a la musique de Dewey. Ça aussi, c'est subtil. Hein. Ça m'a rendu. C'est pour les vrais fans. Franchement. C'était à deux doigts de nous mettre une petite photo avec. Vous n'avez pas oublié, c'est lui. Dang, 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 mais moi, je me dang. suis dit, il va arriver en fait avec la musique. C'était tellement too much. Je me suis dit, on va le voir avec. En fait, Il y aura un flashback. Et la grande question, c'est est-ce qu'il va boiter ou pas? Parce que il boite dans un épisode sur deux. Il y a Med Right Hand. Il y a la chanson de Nick Cave qui est deux fois dans le film. Je me suis dit la première fois, bon, c'est bien, ils la mettent, ok. Vous n'êtes pas obligé de la mettre la deuxième fois non plus. C'est pas... Mais après, sur ce que tu dis sur l'écriture, je pense que peut-être c'est une question de genre et je pense que nous, je ne vais pas parler pour mes après, pour mes deux consoeurs. J'y connais rien en slasher. Non, mais quand je parle de genre, c'est plus au sens de genre gender, tu vois, que le genre filmique. Où je pense que moi, j'avais découvert une Final Girl qui était intéressante et qui était un peu écrite et qui revenait à chaque fois et qui était, tu vois, un peu autre chose que Laurie Strode parce qu'ils en ont fait un peu n'importe quoi dans la saga Halloween. Et moi, je pense que je revenais
aussi parce que j'aimais le personnage de Sidney, tu vois. Ah ouais, après j'ai rien contre Sidney, hein, et puis j'adore. Non, mais je pense qu'il y a peut-être une plus forte J'adore Neve identification. Campbell et tout, c'est pas. Je pense qu'il y a sûrement une plus forte identification dans cette saga-là pour des spectatrices, parce qu'on a enfin un personnage féminin intéressant qui est pas un love interest, qui est pas une victime. Tu regarde mes invités aujourd'hui, il y a pas beaucoup de mecs. Hein, non, mais je pense que c'est, enfin, tu vois, nous, je sais pas si pour vous c'était pareil, mais moi j'ai grandi en m'identifiant des personnages masculins. Peut-être que là elles vont faire ça, les ados actuels qui vont grandir avec Scream, parce que je regardais autour de moi, il y avait des jeunes, hein, c'était très jeune les gens qui allaient au cinéma, quoi. Et je pense qu'il va y avoir, peut-être dans 10 ans, vous allez entendre Sam, c'était my final girl, et là vous allez vous vénérer d'un coup. C'est le point. Parce qu'on sera devenus les vieux cons des jeunes, quoi. Je suis pas sûre, Sam, elle est nulle. Non, en vrai, non, ce sera Tara. Sam, elle a raison, Jessica. Tara, bien sûr. C'est sa relation avec sa sœur. Parce que justement, en fait, ils essaient de tout faire pour qu'on ait de l'empathie pour elle. Sauf que, bon, déjà, on a de la chance, on mémorise son prénom, contrairement à ceux des autres. Mais du coup, on n'arrive pas, enfin moi j'arrive pas, tu vois, à avoir de l'empathie pour elle. Quand elle commence à plisser des yeux en pleurant, elle m'énerve. Et en fait, le seul truc qui fait que je l'aime bien, c'est sa relation avec Tara, comment elles évoluent ensemble, leur petit groupe, leur petite gang des 4, et ça, j'ai trouvé ça un peu mignon, et c'est encore un peu boiteux, mais ça fonctionne pas trop mal. Enfin, comme je vous dis, moi je m'attendais vraiment à pire, en fait, quoi. Quand j'ai vu les premières réactions et tout, je fais oh là là, je vais devoir aller au cinéma regarder ça. Et je m'attendais vraiment à encore pire que le 5, que ce soit pire que le 3, que ce soit vraiment la plus grosse bouse, parce que les réactions au début des fans, c'était vraiment et c'est qu'avec le temps. Et par exemple, les critiques américaines sont, je crois que ça a 80% sur Rotten Tomatoes actuellement, si je me trompe pas. C'est très bien reçu aux États-Unis. C'est vu comme un film très fun. Ouais, donc je sais pas si c'est peut-être un truc culturel au final, que là-bas ils ont plus d'appréciation pour ce genre de film, alors que nous on est un peu plus difficile par rapport à ça, je sais pas. Bah oui, en France, la critique cinéma en France est pas très sécheur, hein. Enfin, pas très film d'horreur d'ailleurs. Voilà. De toute façon, le fun, enfin la critique, tu vois, en général, quand t'as un film qui est même juste fun, et c'est déjà très bien, c'est déjà mal vu, parce que c'est juste fun, c'est idiot, tu vois, alors que non, ça peut être très bien. Tu te demandes. C'est quand même un peu la base du cinéma. Moi, j'aime bien débrancher mon cerveau du moment qu'on me donne un bon film, ça me dérange pas, quoi. Enfin voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, il y a vraiment une culture, une pop culture de l'horreur qui est hyper forte. Il y a un côté très spectaculaire quand un film d'horreur sort au cinéma. Scream, ça a été un truc incroyable. Nous, on n'a même pas une masque à Lyon, voilà, j'ai les boules. Donc, du coup, j'en avais un pas à Nantes non plus. Moi, je l'avais quand j'étais ado. Ouais, moi aussi, j'avais celui qui brillait dans la nuit. Ouais, pareil. Ouais. Je l'aimais trop. Ouais, bah pas moi, ok. J'ai toujours pas de masque. À nous, de notre génération, là. Ah ouais, mais moi, c'était mon costume d'Halloween pendant des années. Genre, j'ai dû faire tout le collège avec ce costume d'Halloween, tu vois. J'ai pas coûté cher. Hein. Et comme dans chaque Scream, on apprend les règles de quelque chose en rapport avec la pop culture. Là, cette fois, c'est les règles de la franchise. Donc, les règles de la saga, en gros. Hein, voilà. Et la règle 1, tout est plus gros, budget, action, etc. Donc ça, c'était la règle 1 dans à peu près tous les trucs qu'il y a eu dans les films d'avant. De toute façon, c'est la règle d'une suite, en fait. Ouais, hein. Voilà. Bon. Règle 2, faire l'opposé du premier film. Ok. Ouais. Règle 3, personne n'est en sécurité, même les gens... Ouais, mais ça, c'était littéralement la première scène du premier Scream, en fait, où on te faisait comprendre que personne n'était en sécurité parce qu'on tuait... Ça servait à rien, on dirait que c'est une obligation. Et en fait, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression que là, ils ont vraiment plus rien à raconter sur le côté méta et sur le genre. Et ça m'a fait un peu marrer parce qu'ils parlent pas vraiment de fanfiction, même s'il y a en fond littéralement les films de Ritchie. Ouais. Mais c'est qu'en fait, le film, pour moi, là, il devient vraiment une fanfiction à se retrouver coincé dans des... En fait, Scream, c'était un truc qui était censé déconstruire le genre et qui a créé un nouveau sous-genre. Et eux, ils sont vraiment coincés dans ce truc-là et ils n'arrivent pas à faire un film qui sort de ça, quoi. Ça, c'est une scène inutile. En fait, le gros problème que j'ai avec ces scènes-là, c'est que pour moi, il y avait le personnage de Randy. T'es vraiment pas obligé d'avoir un Randy par film. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Au final, le Randy, c'était Randy. Il était comme ça. C'est vraiment un cahier des charges. Voilà, sa manière de parler, sa manière de présenter un film, il y avait que Randy pour moi. La première fois que j'ai vu Scream, il y avait qu'un seul mec comme lui. Et plus ça a avancé, et plus un coup c'est Kirby, un coup c'est... Là, c'est... Comment elle s'appelle Mindy, je crois. Mindy, enfin... Mindy. Voilà, dans tous les films, faut qu'il y ait un Randy. Et c'est pas obligé, franchement. Et en plus, ça donne des trucs hyper artificiels. Tu vois, par exemple, à la fin, quand elle revient et que son frère a pris littéralement 20 coups de couteau, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande pas
des nouvelles de son frère, elle sort des phrases méta, je sais même plus ce qu'elle dit exactement, mais tu dis en fait, c'est vraiment des personnages fonctions qui sont là parce que moi je suis le nerd de films d'horreur et tout. Deux persos, ouais. Et en fait, c'est hyper dommage parce que ça te sort du film et ça t'empêche toute empathie. Parce que Randy, comme tu disais, c'était le premier. Et c'est vrai que quand il est mort dans le 2, les fans étaient hyper tristes. En plus, il a pas une mort incroyable, elle est un peu hors champ et tout. Et c'est vrai que c'était un personnage auquel on était attaché. Mais là, comme à chaque fois, ils te font revenir sous les traits de quelqu'un d'autre. Et là, en plus, c'est littéralement ses neveux. Enfin, c'est un peu. Ouais, puis là, Mindy, c'est un peu too much. Hein. Ouais, puis en plus, les règles dont elle parle, c'est déjà des règles dont Randy parle dans le 2 quand il y a un dialogue avec Dewey où il dit tout le monde est suspect. Elle disait aussi ça dans la requel, elle disait ça dans le 5 aussi. Dans une requel, même le personnage principal peut mourir. C'est exactement ce qu'elle dit là en numéro 4. Et le pire, c'est que. Aucun intérêt, quoi. Et le pire, c'est qu'ils font jamais mourir de personnage principal en plus. Il y a que Dewey qui est mort. Ouais, mais il était en sursis depuis le premier, c'était son heure, quoi. Dang, 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 dang. Petit chou. Et j'aime bien, moi, un truc que j'aimais bien et que justement j'aurais bien aimé qu'il fasse ça avec Sydney, c'est qu'on croit que c'est elle la tueuse pendant une bonne partie du film. On se demande justement est-ce que ce serait pas Sydney qui a pété un câble. Et ça, c'était un aspect de Sydney que je pense qu'ils n'ont pas vraiment fait. Et là, ils le font avec ça, mais ça, je trouve ça intéressant de se dire que pendant une petite partie du film, tu peux te dire ah, ça se trouve, c'est elle en fait. Ça se trouve, elle a pété les plombs et elle est avec Kirby et elle tue des gens. C'était ça que je voulais voir, moi, personnellement. Ça, c'était ton fan film à toi. C'était ça, voilà. C'est bien parce qu'on s'est tous fait un film différent. Et on va pas parler du film qu'on a vu, on va parler du film qu'on aurait aimé voir. Vous aimez la scène de l'échelle ? Ça change un peu. Ouais, ça va, c'est un petit rappel de la scène de la voiture dans Scream 2, quoi, un peu. Non, elle est plutôt efficace. Après, c'est un peu dommage que du coup, ça soit. Il n'y a pas beaucoup de morts déjà dans ce film, et c'est un personnage queer qu'on tue, quoi. Donc bon, c'est un peu. Ouais, moi, j'ai trouvé ça dommage. Puis c'est un personnage queer qui est en plus le love interest d'un personnage qui est déjà pas le personnage principal, donc c'est vraiment les personnages les moins importants. Ah, mais love interest, il doit crever, c'est dans les règles. Ouais, bien sûr, mais c'est vraiment les personnages les moins importants. Enfin, moi, je veux bien qu'on tue les love interest, mais à un moment, il faut faire mourir un des. Ah, mais ils le disent en plus. Tu vois, c'est encore la carte de Joker de Scream. Ouais. C'est qu'à un moment dans le film, ils te disent tous les nouveaux, c'est soit tueur, soit c'est de la chair à canon. En gros. Et c'est un peu ça le problème, c'est dès que tu veux te plaindre d'un truc dans Scream, on te dit ouais, mais non, mais on l'avait dit. Dans le film, on l'avait dit. Ouais, mais après, le 6 et le 5, pour le coup, là où c'est des films qui sont vraiment des films de fanfiction plutôt que des films de spécialistes ou vraiment de férus de slasher, c'est qu'ils font que dire des choses. Ils maîtrisent pas du tout le genre, il n'y a pas du tout de réflexion sur le genre, c'est juste « Ah, moi je sais, ça fonctionne comme ça. » Ouais, super. Je suis pas venue pour faire un cours de cinéma, quoi. Et ça c'est un peu frustrant dans le 5 et le 6. Pour moi, et encore le 6 est moins lourd sur ses références, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on a perdu ce petit côté un peu magique du je vais te faire un retour sur ce qu'est le slasher aujourd'hui, quoi. Mais je pense que de toute façon, tout a été dit, là. On est quand même au bout du 6e film. Qu'est-ce que tu veux raconter sur le slasher au bout d'un moment ? Mais même pas que le slasher, justement. Déjà, le slasher, il y a une nouvelle vague de slasher, et donc il y a des choses à dire. Qu'est-ce que c'est le slasher aujourd'hui ? Et surtout sur ce qu'est l'horreur aujourd'hui. Et au-delà de juste dire « Oh, les Levetti d'horreur, il y avait tellement de choses à faire », franchement, ça m'a vachement frustrée de pas aller au fond des choses, en fait. Je trouve que c'est beaucoup, on balance des références, mais il y a très peu dans le fond, finalement. De toute façon, il faudrait peut-être ajouter un jeu d'acteur aussi, quoi, parce que tu vois, quand tu prends le premier Scream, quand tu as Randy dans le vidéoclub qui parle de toutes ces références-là avec Sue, c'est quand même pas du tout le même jeu d'acteur qu'on a là avec une meuf qui est debout face aux autres et qui fait la leçon comme à l'école, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout les mêmes dynamiques, c'est quand même, ça n'a rien à voir, quoi. D'ailleurs, j'étais content de les voir mourir, les deux, et au final, non. Donc, Gale parle enfin à Ghostface au téléphone ? Ouais, mais alors c'est pareil, tu vois, Ghostface qui dit « Ah, c'est la première fois qu'on se parle ». Comment il le sait ? Comment il le sait C'est littéralement des tueurs différents depuis 25 ans. Ouais, mais après, je pense qu'il a dû lire tous les trucs. Ouais, mais est-ce que vraiment, il y a un moment, quelqu'un a marqué « Gale n'a jamais parlé au téléphone avec Ghostface », tu vois. Dans son livre ? Ouais. Ah oui, dans son livre, c'est le genre de conneries qu'elle pourrait c'est dire. Possible. Où est-ce que tu as trouvé la pince à épiler, le chat ? Il y a le chat qui a la pince à épiler dans la bouche, j'en peux plus. Qui a la pince à épiler dans la bouche. C'est peut-être Ghostface, attention. C'est le Ghostface le plus mignon. C'est très difficile de se concentrer avec cet animal ici. C'est son anniversaire aujourd'hui en plus. Ouais, il a 1 an. Il a 1 an aujourd'hui. Trop bims. Vous aimez bien ce qu'ils ont fait avec Gale dans ce film, ou qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu se passer de Gale ?
On aurait pu s'en passer. Moi, ça m'a saoulé de la voir, surtout. On voit comment elle est introduite encore avec les coups de poing et machin. Là, j'ai levé les yeux au ciel en mode. Ça, c'était nul. Putain, si ça va être ça tout le film, ça va être chiant. Après, ce que j'ai trouvé quand même chouette, c'est que pour une fois, il y a un vrai affrontement avec Ghostface, qui est quand même long, qui a quelques rebondissements et tout. Et là, on sent qu'ils se sont fait plaisir, que voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Mais à part ça. Voilà, c'est pas très intéressant, quoi. Moi, je trouve super, et je trouve que c'est la seule bonne idée, enfin, le seul truc qui m'a surpris et que j'ai trouvé vraiment chouette dans le film, c'est quand donc Ghostface la poursuit dans son appart. Elle tire à la porte, là. Et non, c'est quand elle sait qu'il a son portable et elle le met en attente. Ouais. Et déjà la scène est assez drôle parce que elle lui dit tu peux attendre 2 secondes et déjà lui il est outré, genre quoi, comment ça tu me coupes. Et elle a l'idée d'appeler avec le téléphone, de le mettre en attente et d'appeler sur son portable pour entendre que le téléphone sonne dans le placard derrière elle, et comme ça elle tire sur le placard. Et j'ai trouvé que c'était une vraie bonne idée, que ça se servait pour le coup des téléphones et des objets qu'elle avait sous la main, et que c'était un vrai truc un peu malin, en plus d'être un peu drôle. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Et en plus, ça aurait pu être sa dernière scène, étant donné qu'ils ont tué Dewey dans le film précédent, avec lui qui a une mort assez oubliable en plus, Dewey, mort dans un couloir d'hôpital comme ça. Elle aurait une mort mémorable en l'occurrence, Gail, je trouve. Ouais, en se battant au moins. Oui, parce que Dewey en plus, elle est intelligente, c'est son truc. Parce que Dewey en plus, sa mort, elle était idiote, mais finalement, elle allait pas si mal avec le perso un peu gaffeur, un peu nul, où il repartait vérifier que le tueur était mort, et on lui disait non, on n'y repart pas, et il se faisait tuer. Tu dis, mec, t'avais réussi à passer tous ces films à éviter le truc, c'est un peu bête de mourir bêtement maintenant, mais bon. Mais ouais, ça aurait été. Après, je sais pas. Franchement, moi, je sais plus quoi en faire. Enfin, et eux non plus d'ailleurs. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire de ces personnages-là. Faut pas les mettre dans les films. Ouais, faut arrêter. En fait, c'est un truc qu'on disait la semaine dernière quand on a parlé de Creed 3, que moi j'avais pas trop aimé et toi t'avais préféré. Mais je disais qu'au moins le film arrive à exister en se débarrassant du personnage de Rocky et de Stallone, et au moins il existait. Et moi, en fait, j'aimerais bien que là, ça va, c'est le 6e Scream. On se débarrasse des anciens persos. On n'a plus une phrase pour dire machin, elle est pas là. On n'a pas de scène obligatoire pour mettre Gail, et juste on a un nouveau cast et on l'assume et on part sur autre chose. Elle écrit encore des bouquins pour défoncer les autres. Alors d'ailleurs, ça m'a bien fait rire que Sam se mette à chialer pensant qu'elle est morte, alors que la journée d'avant, elle était en train de lui gueuler dessus parce que du coup, la meuf, elle se faisait de la thune sur son histoire. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Mais oui, qu'elle voulait même plus lui parler, elle répondait pas au téléphone. Et là, par contre, où ça m'a frustrée, c'est que Gail, même si elle est toujours relativement exécrable et qu'elle choisit sa carrière plutôt que ses potes, au fur et à mesure des opus, elle évolue quand même vachement. Et je trouve qu'en fait, là, dans le 6e, on a un retour en arrière, en mode, elle a ressorti un livre, elle a refait pareil, il y a la même scène du coup de poing. Ouais. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a vu 5 opus pour qu'au 6e, finalement, on soit retour à la case départ. Et j'avoue que ça m'a un peu frustrée quand même. Par contre, j'ai adoré la scène de confrontation. Comme vous, j'ai trouvé qu'elle était très très chouette. En fait, s'il y a un personnage qui a le droit de revenir dans les films, c'est Gail. Le fait que Dewey revenait dans tous les films, c'était logique parce qu'on était à Woodsboro, il était le shérif. Elle, c'est une journaliste qui vend des bouquins autour du sujet. Donc forcément, c'est un peu logique qu'elle soit dans le truc. Par contre, c'était à chaque fois que, quand ils ont fait revenir Sidney dans le 5, où je disais là, par contre, ça n'a aucun sens que Sidney choisisse de revenir. Il y a des trucs qui ne vont pas. Donc encore que Gail revienne, c'est pas forcément le personnage qui me dérange le plus. Tu vois, s'ils avaient fait revenir Sidney pour rien faire avec, ça m'aurait dérangé par contre. Là. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que vous auriez gueulé s'il n'y avait pas eu une seule référence à Sidney, par exemple. Je pense qu'on serait en train d'en parler là. Non, mais en fait, je pense que les trucs comme ça, en fait, je pense que quoi qu'il arrive, t'es dans un truc, un problème qui est un peu insoluble parce que tu veux faire des legacy, machin et tout, donc tu veux ramener les persos. Enfin, t'es dans l'ombre, quoi qu'il arrive, tu sais pas quoi en faire et il faut que t'en fasses quelque chose et tu pourras jamais satisfaire tout le monde de toute façon. Donc, Le réveil de la force. Je croyais qu'on n'en parlait pas. Merde. Excusez-moi. Je suis obligée de te rappeler les propres règles de ta propre saga. Non, mais où va-t-on, quoi ? On parle pas de Star Wars, c'est vrai, excuse-moi. Règle numéro 1, moi, quand je suis arrivée ici, on m'a dit ça. On parle pas de Star Wars. Règle numéro 1, on tire au sort les sagas. Et règle numéro 2, on parle pas de Star Wars. C'est les deux seules règles du podcast. Une scène que j'ai adorée et qui a eu une énorme promotion autour de tout ça, c'était dans la bande-annonce, c'est la scène du métro qui a un côté train hanté que j'aime beaucoup. Avec la musique, avec la lumière qui s'arrête, le Ghostface qui avance, la tension est excellente. Excellente scène. En fait, le gros problème que j'ai, c'est que ça fait quand même 2 personnes d'affilée qui sont soi-disant tuées par Ghostface. Et à la fin, on te dit, non, en fait, ça va, elles vont bien, pas de problème. Donc ça enlève un peu de l'impact
justement, je me suis dit, ah, ça y est, ils ont tué leur Randy, c'est important, c'est un moment important, c'est la sœur de l'autre et tout quand même. Mais en fait, non, elle est pas morte. Et en fait, ils ont dû certainement signer pour le 7, donc c'est pour ça qu'ils meurent pas. Je pense que c'est juste ça. Hein. À un moment, tu la vois arriver en courant avec du sang sur son t-shirt à la fin, du film. Disent, elle est sortie de l'hôpital, elle pouvait pas rester. Non, mais en fait, là, normalement, elle ne peut pas marcher. Elle s'est faite planter par un truc de 30 cm dans le bide. Et son frère a pris une dizaine, il s'est fait poignarder par 2 personnes en même temps. Mais je crois qu'il a pris un coup et tu dis, ils sont vraiment très très nuls ces Ghostface. Hein, mais c'est limite Scary Movie à ce niveau-là. Quoi. Non, mais même Mindy, elle s'est pris un coup dans le bras. À un moment, quand même, elle est vachement blessée sur son bras. Elle saignait à fond. Juste quelques temps après, elle a plus rien, tu vois. Ouais. Vrai. On la voyait vraiment saigner, comme si c'était une artère qui était ouverte ou un truc comme ça. Et en fait, non. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est dommage parce que la scène du métro, elle est vraiment excellente. C'est vraiment une très bonne scène. La scène d'intro, elle est excellente aussi. Il y a quand même des bonnes scènes au niveau la scène de l'échelle, je l'aime bien. Je trouve que la scène du métro, c'est la seule où il se sert vraiment de New York et de la foule. Et du coup, c'est assez intéressant. Puis comme tu disais, c'est New York en plus à Halloween. Donc tu as toute cette multitude de masques où tu as des gens évidemment en Ghostface et ils se rapprochent et tu penses que c'est lui. Et en fait, c'est pas lui. Et puis avec ce jeu de lumière et tout, comme tu dis, ça fait très train fantôme et tout, c'est pas mal. Et c'est la seule fois où ils utilisent vraiment la ville telle qu'elle et la foule. Et après, moi, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ils vont ensuite, et avant aussi, ils s'enferment dans des lieux qu'on a déjà vus, des apparts, des... il y a quand même la scène de la bodega, là. Oui, en fait, c'est ça. C'est très New York. Oui, en fait, hors de cette supérette et du métro, en fait, tout est... tu vois, on a la frat party dans une... Ça, c'est dommage. Tu vois, c'est des trucs qu'on a vus et revus dans des slashers et dans des screams. Dans les screams, surtout, Et c'est pas très intéressant. En fait, t'as vraiment l'impression... C'est un peu c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le cahier des charges. On a le Randy, on a la frat party, on a les scènes dans des appartes avec 3 portes dans les salles de bain, donc il faut bloquer toutes les portes, tous les machins. C'est un peu vu et revu, quoi. Ce que j'aime bien, c'est... je trouve que c'est un peu une revisite de la scène d'intro du 2, où déjà, tu as des gens qui sont déguisés et tout. Ouais. Et ça se passe aussi dans un lieu public, et elle se fait aussi tuer dans un lieu public où tout le monde s'en fout comme ça. Et j'ai trouvé que c'est... J'imagine, je sais pas si c'est un hommage, si c'était volontaire et tout, mais j'ai trouvé que c'était une belle revisite quand même de cette version-là. Ouais. Moi, je trouve Ghostface fait peur quand il est dans la foule. Je trouve que ça fonctionne très bien, en fait. Tu regardes à droite, tu le vois, ensuite il a disparu. Enfin, je trouve que ça fonctionne très bien à ce niveau-là et il devrait faire plus de scènes comme ça. Et d'ailleurs, j'espère que s'ils font des suites, ce sera encore à New York et que ça va continuer à être dans cette idée-là, en fait, de faire plus d'utiliser plus le côté peur de la foule, parce que moi personnellement j'aime pas la foule. Alors si en plus tu mets un tueur avec un couteau dedans non mais c'est vrai, voilà, je suis arrivée en métro dans la ligne 13 alors que c'est en période de grève, tu mets un Ghostface au milieu, c'est flippant. Mais voilà exactement. Déjà son Ghostface c'était déjà flippant. Et puis il y a le côté dans le slasher, c'est en mode quand t'es tout seul, tu risques de mourir et tout. Là, entre la supérette, le métro, il y a beaucoup de scènes où il y a énormément de monde. Du coup, normalement, t'es censé être rassuré. Parce qu'en fait, si on commence à t'attaquer, tu vas crier, quelqu'un va t'aider. Et en fait, là, c'est te dire, non, en fait, personne ne viendra et tu vas juste mourir tranquillement à côté de tout le monde. Et ça, je trouve que c'est très angoissant. Et puis c'était je crois que c'était une des taglines sur une des affiches ou sur le trailer, là, à New York, personne ne vous entendra crier, un truc comme ça. Excusez-moi, le chat Il est en train de manger mon téléphone. Il est en train de manger le téléphone. Il est en forme aujourd'hui, le chat. Je sais pas comment me concentrer. Quand on a fait Creed, il était à peine là, et là, il est... là, il est fasciné par Marie. Il arrête pas d'embêter Marie. Mais la fascination est réciproque. Je suis complètement dissipée. Donc Kirby est la tueuse. Ouais, mais en fait non. En fait c'est Christophe Galtier, les 2 nouveaux personnages qui sont tous de la même famille que Richie, le personnage qu'on avait oublié dans le film précédent. Mais non, en fait, on l'a pas oublié parce que en fait, le film te le rappelle. Tu sais, quand ils vont, je sais plus si c'est dans le commissariat de police ou quoi, où il y a littéralement le tableau avec une photo de tous les tueurs, de machin. Oui, et puis même quand de toute façon, ils utilisent son téléphone pour appeler avec. Et il y a sa photo, du coup, tu te rappelles qui c'était. Et puis c'est le mec de The Boys, donc forcément, tu le reconnais, quoi. Tu fais c'est Dewey. Non, pas Dewey. C'est comment déjà? Yui. C'est pas Dewey, c'est Yui. Donc rebondissement habituel à la Scream, mais entre nous... très à la Scream 2, quoi. Ouais, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Puis le truc, c'est qu'en fait,
t'as le côté whodunite qui est sympa, mais en fait, dans le premier, ça marchait bien. Et dans les autres, à chaque fois, c'est un personnage. Dans le 4. En tout cas, dans le 2. Dans le 2 et dans le 3, en tout cas, c'est des personnages. Tu sais pas qui ils sont parce qu'ils avancent pas sous leur vraie identité. Donc, du coup, forcément, c'est facile de faire un whodunite que personne va. Ouais, tu dis en fait, c'est le nouveau personnage. Dont personne va trouver la solution parce que tu sais pas quel est le lien avec le tueur précédent ou avec un des personnages principaux. Donc, du coup, quant à ça, tu dis, bah super. Après, tu t'en doutes un peu parce que. C'est le problème de Scream, en fait, ça. Tu t'en doutes un peu parce que l'acteur qui joue le flic, c'est un acteur un peu connu, machin. Donc, tu te dis, bon, ils ont amené lui, c'est peut-être pour qu'il ait un rôle un peu important et tout. Mais en fait, c'est très épisode de Scooby-Doo. Genre, c'était le directeur du parc du zoo sous le masque depuis le début. Et... J'aurais pu m'en sortir si c'était pas à cause de vous, les enfants. Exactement. C'est vrai ce que tu dis. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, en vrai, dans le premier, le fait qu'on me dise c'est le copain de Sidney, c'est pas non plus le plus gros plot twist de l'histoire, hein, je veux dire. C'est le copain de Sidney et son meilleur ami. C'est pas non plus l'énorme plot twist. Après, dans le 2, c'est la mère. C'est la mère de Billy Loomis. Donc tu savais pas que c'était la mère parce qu'elle avançait sous l'identité d'une journaliste qui était là. Donc tu pouvais pas savoir qui elle était en vrai. Et Timothy Olyphant. Parce qu'on ne la reconnaît pas parce qu'elle a perdu du poids. C'est quand même le plot. J'avais oublié ça. Et Timothy Olyphant qui est un pote à eux de leur cours de ciné. Ouais. Qui sont qui forment une alliance complètement improbable. Dans le 3, c'est le réalisateur. Ouais. Qui est le demi-frère caché de Sidney dont elle-même ignorait l'existence. Donc du coup, ça, je dis, personne ne peut le savoir. Tu vois, c'est vraiment le plot twist pour les nuls. Dans le 2 et le 3, je suis désolé, mais c'est quand même nul. Dans le 4, c'est pas fou. Hein. Dans le 4, c'est celle qu'on va penser, c'est la prochaine Sidney. Ouais. Et en fait, c'est elle. Ça, c'est intéressant. Tu vois, en fait, le film il a plein de défauts, mais je trouve que voilà, pour le coup, les tueurs et le reveal étaient un peu plus intéressants. Ouais, elle est bien, elle aussi. Je sais plus son nom. Emma les tueurs du 4, ils sont cool. Hein. Moi, je sais que ça fait partie de mes pas préférés en tant que, tu vois, qualité en tant que tueur, mais en tant que vraiment reveal, quoi. Et puis, ils avaient une vraie... Tu vois, ils avaient un peu un arc. Pour le coup, c'est des tueurs très jeunes, parce que les précédents étaient des personnages plus âgés. Et là, c'est des tueurs très jeunes, et c'est vraiment, pour le coup, les vrais tueurs du néo-slasher. Tu sais, vraiment, parce que dans le slasher, t'as toujours un tueur qui a un trauma fondateur, un truc et tout. Et là, non, c'est juste des jeunes qui ont 17 ans, qui sont désœuvrés, qui s'emmerdent un peu, qui veulent un peu de gloire et qui qui choisissent d'être des tueurs. Non, mais vraiment, il y a un truc intéressant où tu dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé avec les ados qui c'était au début des réseaux sociaux, en plus, donc il y avait vraiment ce côté, je veux devenir une star sur Internet. Elle a cette réplique de je veux pas d'amis, je veux des followers ou des fans ou un truc comme ça. Enfin, il y a ce côté-là qui est assez intéressant, quoi. Non, puis encore une fois, ça joue bien, quoi. Le problème, c'est que là encore, oui, parce que ils sont juste super nuls, quoi. Ils sont aussi terrifiants qu'une quoi. En fait, à partir du moment où ils enlèvent leur masque et où ils disent c'est nous. Genre, on va jouer la folie et donc on joue ce qu'on pense être des gens fous et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, c'est une avec des espèces de rires hystériques et tout. Parce que c'est long, tu vois. Donc tu te dis, Ouais, non, c'est clair que ce film-là, je le retiendrai pas vraiment pour le plot twist ou pour le whodunit. Hein. C'est vraiment pas. En fait, là, ça fait deux d'un coup, deux à la suite qui sont vraiment très décevants sur les reveals. Et là, il serait peut-être temps d'utiliser des personnages qu'on a vus avant. C'est ça, en fait, ça serait bien de pas prendre des gens sortis un peu d'un chapeau en disant attends, c'est la grande tante dont on n'avait pas parlé parce que voilà, elle est là. Là, c'est encore la famille d'un tueur précédent. C'est la même chose que dans le 2, c'est la même chose que dans le 3. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais persuadée que ça allait être Kirby avec Jill. Je pensais que Jill n'était pas morte et qu'après, ça allait être Kirby et Jill. Ça aurait été pas mal, du coup, de retrouver Jill. Mylène, je veux voir ton film, il a l'air vachement mieux. Zombie Jill. Non, mais je m'étais dit, en fait, elle a brillé parce que je suis un peu tombée dans le panneau du twist, justement, quand ils demandent des recherches sur elle, sur si elle est toujours au FBI ou quoi. Et en fait, je me suis dit, mais ce serait trop bien qu'elle ait totalement brillé. Et du coup, en fait, Jill, elle chapeaute tout en amont. Et du coup, je m'attendais trop à ça en reveal. Et du coup, quand ils ont dit « Oh là là, le reveal, c'est les cousins et tout », j'ai fait « Oh, nul. Oh punaise », j'étais un peu déçue quand même. Non, ça aurait dû être Gale. C'est un peu ce qu'ils voulaient faire avec Stu aussi. À un moment, ils avaient parlé de faire ça avec en fait, Stu ne serait pas mort et il aurait tout chapeauté depuis la prison. Et ils font une référence à ça dans le film. Ils font une référence à ça dans le film. Ouais. À un moment, ils parlent de Stu, ils disent « Ah, tu crois vraiment qu'il est mort ?» Ils disent comme ça, et je fais
Ça, c'est vraiment une référence pour les gens qui ont écouté la saga, ça. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, excuse-moi, mais c'est quand même le musée de Scream. Oui. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai cru qu'on était chez Mylène déjà. Je me suis dit, c'est Mylène qui a rassemblé sa petite collection là. Et je sais pas vous comment vous l'avez vu, mais moi, je vois vraiment le truc où moi, j'espérais pour le coup qu'ils sortent de, comme je disais, un peu comme Creed, tu vois, qu'ils arrivent à faire un film qui est un peu indépendant et qui sort un peu de cet héritage-là. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'on te ramène littéralement le costume de chacun des 9 Ghostface avec leur couteau. On te ramène le t-shirt de Randy, la télé qui a tué Stu. Enfin, t'as vraiment le moindre truc, le moindre objet vraiment ultra fétichiste qui est ramené là. Et en fait, je vois ça un peu comme le cinéma de maintenant avec justement ces dégâts sequels et tout, où on ne fait que te ramener les personnages originaux du premier film, comme dans par exemple Jurassic World 3, où on te ramène le trio qui refait les mêmes choses, qui rejoue les mêmes trucs dans les mêmes vêtements. Et moi, en fait, ça me... Non, mais vraiment, moi, ça... Je sais. Ça me... On en a déjà parlé. On en a parlé. En fait, je dis la même chose à chaque fois que tu m'amènes, que tu m'invites, je te ressors les mêmes pour trucs. Les Legacy sequels à chaque fois. Et vraiment, moi, ça me... Enfin, je trouve ça... Moi, j'avais envie d'être surprise en fait par ce film et de voir des trucs nouveaux, tu vois, avec la promesse de Sidney n'est pas là, c'est pas de leur fait, mais ça pouvait permettre d'aller ailleurs. Le fait qu'on soit dans une nouvelle ville, qu'on voit Ghostface qui tue en public avec un fusil et tout, je me suis dit, ça se trouve, en fait, ils vont faire. Et puis, avec la scène d'ouverture, moi, j'avais un peu d'espoir avec le tueur qui se démasque dès le début. Je me suis dit, peut-être qu'on va partir vers un truc complètement différent, en mode, maintenant, on connaît les règles et on a quand même bien fait le tour et on va en faire autre chose. Et en fait, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi, où vraiment, on énonce des règles qui sont des évidences depuis le deuxième opus et moi là vraiment j'ai l'impression qu'on tourne en rond et que vraiment c'est un Scream que tu peux voir sans avoir vu aucun autre parce qu'on va te réexpliquer, alors lui c'était Billy Loomis, il a tué avec ce couteau là, c'est machin, et moi ça m'a vraiment là j'ai soufflé fort quoi quand j'ai vu ça. Moi c'est vrai que tout ce qui est troisième acte, que ce soit la révélation, même la manière dont ça se finisse, étant donné que c'est pour nous faire exactement la même chose avec Sam qui poignarde un mec plein de fois et sa sœur qui fait aussi la même chose, parce que bon, c'est pas génétique visiblement, c'est juste dans la manière dont elles ont été élevées, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est un peu les moments où je me suis dit c'est dommage, surtout qu'en fait ils m'ont vendu pendant un moment le Kirby, et en fait tu vois, j'étais content, je fais voilà, enfin un truc intéressant, on fait quelque chose avec un personnage de la trilogie, de la quadrilogie originale. Et là, c'est décevant. Tout ce que j'ai noté, c'est déçu. Mais moi, je pense que le prochain sera meilleur. Déjà, celui-là est meilleur que le 5. Ouais. Donc, je suis sûre que le prochain sera meilleur. Franchement, j'y crois. Et en vrai, le musée, Marie, moi, je suis désolée, mais moi, j'ai kiffé. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le film en Blu-ray et de pouvoir faire pause pour regarder tous les objets. Mais tu sais, j'ai vu le film avec notre ami Laïd, et quand on est sorti, le premier truc que j'ai dit, c'est non mais ça, c'était chez Mylène, c'est sûr. C'est son appart, enfin son cinéma de rêve, quoi. C'est le décor rêvé du Stabaton. C'est tout ce que Mylène a toujours voulu, quoi. Donc ce sera peut-être toi la tueuse du prochain Scream. C'est possible, mais et du coup, il sera mieux. Ouais, mais vous serez deux et il y aura quelqu'un d'autre qui fera le sale boulot à ta place. Ok, faut que je trouve quelqu'un. Donc il y a Tara qui se fait poignarder dans le bide. Il y a Mindy qui se fait poignarder aussi bien dans le bide, bien comme il faut. Il y a le frère de Mindy dont on a tous oublié le prénom. Chad, il le dit. Il dit le quarterback machin, le bal alpha qui s'appelle Chad. Forcément qui s'appelle Chad. Et donc, non mais surtout lui vraiment. Gail se fait aussi bien poignarder, bien comme il faut, et ils survivent tous sans problème. C'est fou, hein. Kirby se fait aussi poignarder. Alors qu'on t'a dit. Ça fait quand même 5 personnages qui se font poignarder. La seule qui se fait pas poignarder, c'est Sam. Et sinon, ils y passent tous et ils survivent tous à la fin. Et ça, je trouve que c'est une grosse déception aussi personnellement, parce que le petit problème aussi dans les Scream, c'est que quelquefois tu vas t'attacher à un personnage, genre t'adores Randy et Randy va mourir, tu vois, ça aurait été sympa d'avoir les 4 films avec Randy, on va pas se plaindre, tu vois, ça aurait été cool d'avoir jusqu'à Scream 4 et Randy est encore là, ça aurait été sympa. Donc c'est vrai que quelquefois supprimer certains personnages c'est un peu dommage, mais bon, il faut quand même... faut lâcher du lest, faut lâcher du lest. C'est toute la problématique du film, il faut lâcher, tu vois, voilà. Non. Mais c'est vrai que c'est décevant parce qu'en plus, du coup, t'as pas d'enjeu parce que tu te dis, la prochaine fois que je vois quelqu'un se faire poignarder, je pense qu'il s'en sortira. Vraiment, moi, pour le
Mindy, j'étais pas sûre parce que tu dis bon, il y a toujours moyen, mais le Chad, tu le vois vraiment se prendre je ne sais pas combien de coups. Elle est un peu violente. Et il y a l'instant triste où elle pleure parce qu'elle vient de perdre le mec qu'elle a embrassé et tout, donc tu penses que c'est fini. Ouais, quoi. tu dis, il Enfin, y a un truc, et puis en plus, comme c'était le love interest, tu dis, bah c'est un peu logique et tout. Et quand il revient et tout, tu dis, non, mais là, vous vous moquez de moi, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, en plus, est annulé, entre guillemets. Quoi. Et Dewey, il doit boiter toute sa vie. Quand Mindy elle revient à la fin, tu comprends que Chad, il va revenir. Tu te dis, bon, bah en fait, si Mindy, elle revient, en fait, ils vont tuer personne, quoi. Ouais, et du coup, c'était des personnages auxquels t'étais déjà pas forcément hyper attaché, mais le fait en plus de les garder en vie, moi, je me dis, bah en fait, ils ont aucun. Tuez-les, mais tuez-les. Il y a aucun danger, tu vois. Je préfère les deux sœurs, moi, là, personnellement, en tant que dynamique. Bon, pour tuer Sam. Ouais. On a compris que tu l'aimais pas. Franchement, Stara, elle serait traumatisée, un peu triste, et du coup, elle serait un peu warrior, et ça pourrait être la Final Girl. Mais au final, le body count, il est super faible, quoi. Non, ouais, il est très faible. Oui. Mais Sam, dans ce film, je la trouve pas... elle était beaucoup plus insupportable dans le film précédent, quand même. Hein. Là, dans celui-là, ça passe. Hein. Ça va. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, j'ai un peu de la peine, parce que je pense que son petit copain, il fait partie des tueurs. Ouais, lui aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé de ce perso qui existe à moitié pas, là. Ouais, mais dans le prochain, je suis sûre qu'il va faire partie des tueurs. En fait, il a l'air trop louche pour être un tueur. En fait, tu fais non, mais le mec, là, le brun ténébreux qui s'exprime en phrases monosyllabiques, là, c'est sûr qu'il est trop bizarre pour être le tueur, quoi. Quand il arrive au bon moment avec les flics et tout, moi, je l'ai plutôt vu en mode, il arrivait pour qu'il constate que c'était Sam la tueuse, tu vois. Enfin, en fait, il avait aucune raison de savoir qu'elle serait forcément... Enfin, il aurait très bien pu les faire venir pour continuer le plan de l'autre. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et puis, on voit des plans... C'est le deuxième film de Mylène qui commence. C'est clair. C'est comme moi, je voulais Kirby et Gale qui se tiennent la main et qui tuent des gens, c'est tout ce que je demandais, tu vois. Mais du coup, pourquoi tu l'as aimé, toi? Tu nous as dit que tu l'avais... Je l'ai trouvé fun. Ouais. Enfin, de temps en temps, quand tu vas voir un slasher, tout ce que t'as envie, c'est de trouver ça fun. Le début était bien, la scène du métro était bien. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a certains personnages dont je me serais bien placé, comme le frère et la sœur, là où je suis pas forcément un grand fan, où elle c'est plus ou moins Randy mais en meuf, quoi. Enfin, il y a aucune différence. Ouais, parce que ça aussi c'est dans les gènes, quoi. J'ai rien contre les sœurs. Je trouve que ouais, même je sais pas qui est l'actrice qui joue Sam, mais j'ai rien contre elle personnellement. Enfin, j'ai trouvé que c'était fun, tout simplement. New York plus Ghostface et aller en voiture Simone. Il y a plus de scènes mémorables que déjà que dans le précédent. Quoi. Parce que le dernier, au final, moi je me rappelle vaguement de la trame, mais je peux pas te dire une scène ou un truc qui m'a marqué. Là, j'étais déjà plus marqué par les 5 premières minutes du film que je l'avais été par l'intégralité du film précédent. Donc non, ouais, je trouve j'ai passé un bon moment. Donc maintenant, c'est à vous de me dire pourquoi j'ai tort. Bah non, parce que c'est vrai que globalement, toutes les scènes d'action, de tension, en fait, elles sont bien foutues. Ouais. Donc déjà ça, quand c'est correctement exécuté, déjà, bah tu passes un bon moment. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah moi, un peu comme toi, en fait, j'ai trouvé ça assez fun. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que justement, comme je disais, les scènes d'action étaient bien foutues, originales. Enfin, on sent qu'ils se sont donné de la peine à essayer de nous montrer quelque chose d'un peu nouveau quand même. Puis bah, comme je disais, moi j'aime bien la dynamique des frangines, pas les personnages séparément, mais vraiment les deux. Je trouve qu'il y a un truc chouette. Donc non, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, ouais. Ah bah je suis pas tout seul, je m'inquiétais un petit peu. Moi, j'ai pas non plus passé un mauvais moment. J'ai beaucoup moins souffert que devant le 5. Et le 5, je suis allée le voir quand même 3 fois en salle, donc c'était compliqué. Là, en vrai, je suis sortie, j'étais plutôt contente. On dirait que quelqu'un la force, quoi. On dirait que quelqu'un t'a forcé à être allé voir. Mais oui, tous mes amis voulaient aller voir le 5 avec moi. Okay. Je vais y retourner. Sauf que la deuxième fois, ça s'est bien passé. Et la troisième fois, j'ai vraiment souffert. C'était la 3e fois de trop. Mais là, je vais retourner voir le 6 plusieurs fois en salle, hein, donc c'est de ma faute. Mais non, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment bien aimé la scène de la mort du psy. J'ai trouvé ça très cool. J'aime bien, c'est que pendant tout l'épisode, vous dites du mal du film, et à la fin, vous êtes là genre, ah, j'ai bien aimé, non, en fait. T'inquiète, je dirais du mal. Je vais râler à la fin, t'inquiète. Hein. Okay. J'ai bien aimé, mais je vais quand même râler, hein, t'inquiète. Mais non, j'ai trouvé les meurtres cool. La scène d'intro, moi, elle m'a un peu frustrée quand même. Parce que j'ai trouvé chouette, mais je m'attendais à un truc un peu plus foufou. Mais je crois que je suis un peu trop chiante avec les scènes d'ouverture de Scream maintenant. Et j'ai bien aimé aussi leur bande et ce qu'ils essayent de faire avec la bande de potes et les personnages des sœurs comme Jessica. Mais c'est vrai que pour moi, le méta, ils sont en train de le tuer.
Clairement, c'est too much, ça m'énerve. Et les persos, j'aimerais bien que dans le prochain, ils soient un peu mieux écrits et surtout qu'on ait enfin des bons tueurs. Ça fait longtemps, là, quand même. La dernière, elle faisait 1m50, elle avait des talons. Qui eût cru que ce serait la dernière C'est la dernière intéressante, c'est vrai, sans déconner, quoi. Ouais. C'est vrai. C'était aussi ça qui m'avait plu dans le 4 aussi, c'était que... Bah moi, je l'ai déjà dit un peu tout au long du podcast, mais ouais, moi j'aurais aimé qu'il s'éloigne un peu plus de toutes ces règles. Comme dit Mylène, le métal, il est mort depuis un moment. Il y a vraiment, je crois qu'ils ont vraiment plus rien à raconter sur ça. Oui, il devrait arrêter. Ouais. Et c'est juste des phrases énoncées parce qu'en fait, il faut cocher des cases, il faut cocher un cahier des charges qui sert à rien parce qu'en fait Scream il était novateur parce qu'il est sorti en 96 quoi. Aujourd'hui on a largement fait le tour, il y a eu plein d'autres films derrière qui ont fait des trucs méta sans le souligner autant, et là en fait maintenant c'est ultra artificiel, ça l'était déjà depuis un moment, mais là c'est vraiment ça tourne à vide en fait, et en fait c'est plus on cherche un prétexte et quelque chose à raconter, genre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cinéma d'horreur et qu'est-ce qu'on va dire, et c'est pas en soi c'est pas intéressant parce que c'est juste énoncer des platitudes quoi, et du coup ouais, moi j'étais intéressée au début du film parce que comme j'ai dit j'ai bien aimé cette scène d'ouverture, j'espérais qu'il change un peu les règles et tout. Il y a 2-3 scènes qui m'ont un peu la scène du métro notamment, mais après vraiment moi ils m'ont perdu avec ce musée avec ce musée là vraiment du Scream qui m'a saoulée, et puis grosse déception sur les tueurs, pareil comme toi, j'ai levé un petit sourcil genre ah super c'est Kirby, et en fait non, on nous ramène des personnages qu'on connaît pas, qui étaient là sous une fausse identité, et du coup je me dis c'est pas très intéressant, ça se rattache à un tueur précédent d'un film qu'on n'a pas aimé. Voilà, moi mon enthousiasme c'est délité tout au long du film, et je suis sortie un peu saoulée quoi. Vous savez qu'il y a un très bon film méta qui s'appelle Matrix Resurrection. Et t'en parles pas souvent. J'en parle pas souvent. Bon, voilà, Scream 6. On est plutôt divisé au niveau des réactions, ce qui est un peu toujours le cas avec Scream, j'ai l'impression. J'espère qu'on se retrouvera pour Scream 7 dans un an. 7 l'année prochaine. À mon avis, vu le carton que ça va être là. Parce que ça marche bien quand même. Ouais, j'ai pas du tout vu les chiffres. Ah, j'ai même pas vu le... Ça marche très bien, ouais. J'ai pas vu les chiffres non plus, mais le 5 avait très bien marché, donc... Je pense que c'est fort possible que l'année prochaine, ou en tout cas, ou dans 2 ans, peut-être, on se retrouve pour parler de Scream 7. Oui, et puis c'est sûr, c'est quand même un personnage hyper iconique de la pop culture, Ghostface, le masque, tout le monde le connaît, même les gens qui n'ont pas vu Scream identifient le masque, et comme on disait tout à l'heure, c'est un tueur, comme c'est toujours un tueur différent ou des tueurs différents, tu peux faire des suites et tu peux le décliner. Une nouvelle génération qui débarque et qui découvre ça aussi, c'est ça le truc, quoi. Donc ouais, je pense qu'on y sera encore dans quelques années avec le retour de Dewey dans Scream 9. Dewey zombie. D'un seul coup, il y a la musique qui commence et tout, et tu vois sortir de l'ombre. J'étais pas mort, je vivais sur une île déserte avec une autre identité. Bon voilà, sur cette petite note de Dewey, d'ailleurs je vais finir l'épisode avec la musique de Dewey, bien sûr. Je vous laisse. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus. Vous êtes comme toujours les bienvenus. D'ailleurs, c'est fort possible que je fasse d'autres films d'horreur dans cette année, donc bien sûr je vous ferai signe. Et on peut vous retrouver où en ce moment, Mylène? On peut te retrouver où? Sur ma chaîne Welcome to Primetime Beach, comme d'habitude, et puis sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Je dis beaucoup de bêtises en lien avec le slasher et les paillettes. Et les chats. Et les chats. Meilleure ligne édito. Et aussi le Stabaton, faut pas oublier. Oui, vrai. Le 15 juillet, le Stabaton, ça va stabber. On va se coucher à l'aube. Ça va stabber. Ça va être incroyable. Personne ne sera mort comme dans Scream 2, je vous le promets. Mais par contre, j'espère qu'on aura tous des masques Scream et ça sera trop cool. On va s'éclater. Donc voilà, ça va être une nuit d'enfer. J'espère qu'on aura beaucoup de café parce qu'on va pas beaucoup dormir. Parce que si Scream... à coup de 2 heures de film, c'est très long. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça va être compliqué, ouais. Beaucoup de chansons de Dewey, justement. Et toi, Jessica? Moi, on peut me retrouver sur bonchicbongenre.fr et puis sur Twitter et Instagram. Et en ce moment, je sors une série d'articles sur mon passage au Final Girl, justement... un festival de films d'horreur féministes où j'ai croisé Marie d'ailleurs. Oui, on s'est vu pour la première fois à Berlin. À Berlin, tiens. C'était assez improbable, c'était très chouette. Improbable. Voilà, comme Laurie et David Bowie. C'est très trouvable. Ouais, on fait des collabs en Allemagne. À Berlin. Ouais, écoute, c'était notre période allemande.
Et toi, Marie? Moi, on Slasher peut me retrouver, oui, Slasher qui est toujours, il en reste quelques-uns en librairie. On peut me retrouver aussi chez Capture Mag, chez Écran Large et toujours au Forum des Images avec Panic Cinéma pour nos séances mensuelles et la colo qui arrivera cet été en juillet. Ok, merci beaucoup à vous trois d'avoir suivi cet épisode sur Scream 6. On se retrouve l'année prochaine pour Scream 7, et l'année d'après pour Scream 8, et l'année d'après pour Scream 9, et l'année d'après pour Scream 10, et l'année d'après pour Scream 11. Et l'année d'après, non, j'arrête. Ça y est, on en a fini avec les grosses sorties, là. On a fait Scream 3, on a fait Scream 6. Je crois que dans l'année, la seule grosse sortie qui nous reste, si je ne me trompe pas, c'est Indiana Jones. Indiana Jones 5. Je crois que c'est la seule grosse sortie qui nous reste. Mais bon, allez savoir, hein. D'ici là, on va peut-être tomber sur une autre saga où il y aura un épisode qui va sortir cette année, où on va essayer de faire un truc dans l'actualité. John Wick. Un gros merci aux plus grands contributeurs du Patreon. Je vous ai pas fait de petit nom cette semaine parce que c'est Scream. Mais vous aurez sûrement un petit nom la semaine prochaine, j'espère, si j'arrive à en trouver, parce que franchement, il y a beaucoup de noms à trouver maintenant. Gros merci à Alexis, à Aurélien, à Claire, à Damien, à Loba, à Louis, à Michel, à Rémi, à Lizzie, à Nicolas, à Aurélien, à Océane, à Renato, Romain, Seb, Ced, Selim, Yann, Luna, Dylan, Pierre, Monsieur Hobby, Vincent, Julien et Gérard. Ouh, ça fait du monde, hein. Je vais pas me plaindre. Hein. Si vous voulez les rejoindre et découvrir plein d'épisodes bonus, ou des épisodes en avance, ou les archives de Bondsplaining, ou mon podcast perso, c'est sur patreon.com/plan-séquence, et les prochaines, étant donné que la prochaine saga, ça va être Austin Powers, les prochains épisodes bonus seront autour de Wayne's World. Donc, si vous aimez Wayne's World, n'hésitez pas à rejoindre, parce que bon, moi je suis un gros fan, et j'ai hâte d'en parler. Je suis un gros fan de Wayne's World et d'Austin Powers, c'est ma génération, quoi. Donc ça va être un plaisir d'en parler. Parce qu'en plus, on va parler du SNL, de Saturday Night Live, un truc que j'ai fait qu'une seule fois dans le podcast, si je me trompe pas, c'est quand on avait fait SOS Fantôme. Et ouais, ça va être cool. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitter, @lasagapod. Et si vous voulez plus d'informations sur tous les podcasts que j'ai faits et plein d'autres trucs, allez sur planséquence.net. C'est par là que ça se passe. J'ai refait le site, donc normalement, c'est un peu plus sympa à visiter qu'avant, surtout sur mobile. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'Austin Powers. À la prochaine tout le monde.